Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 et vous écoutez le 8e épisode de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse aux boîtiers équipés de capteurs APS-C qui reviennent en force sur le devant de la scène. Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, tous proposent désormais une gamme d'hybrides APS-C qui ont de sérieux arguments à faire valoir auprès des photographes et vidéastes déjà équipés en hybride 24-36 ou sur le point de franchir le cap depuis le monde du réflexe. Avec nos invités Sébastien Marignani et Pierre-Yves Maître, on vous explique tout. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Bien le bonjour, mon cher Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, ça va très bien. Écoute, si on m'avait dit il y a 2 ans qu'on parlerait de l'APS-C en 2022... En saison 4, on a parlé du micro 4 tiers, ça me paraît tout à fait logique que l'on parle de l'APS-C. C'est logique aujourd'hui quand on regarde le marché. En tout cas, moi, je m'en réjouis puisque j'ai un APS-C qui quitte jamais mon sac. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Mais il y a 2 ans, quand tout le monde se lançait sur le plein format hybride, il y en a qui aimaient imaginer un arrêt brutal de l'APS-C, voire une disparition. Donc aujourd'hui, c'est très bien qu'il soit toujours là. Exactement. Ça étoffe un peu les possibilités pour tout le monde, qu'on soit photographe ou vidéaste. De toute façon, on a des experts du sujet avec nous en plateau, ça fait plaisir. On est 4 autour de la table aujourd'hui. Sébastien, Pierre-Yves, comment allez-vous, messieurs ? Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci Arthur pour l'invitation et très hâte de débriefer autour de toutes les nouveautés qu'il y a en APS-C à ce moment et de tout ce qu'on peut faire avec. Sébastien. Pareil, merci de l'invitation. Je suis très content qu'on parle de l'APS-C. Comme tu le disais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du full frame. L'avènement du full frame nous laissait penser qu'effectivement, on allait perdre un petit peu de part de marché sur l'APS-C et le micro 4 tiers. C'est pas vrai. Et on va en discuter ensemble. Ça marche. Bon, je vais quand même vous présenter pour nos auditeurs. Alors toi, Sébastien, tu es le président de la boutique spécialisée Sélection Photo Vidéo qui fait partie du réseau Fox et qui est située à Paris, au 4 rue Laborde, dans le 8e arrondissement, tout près de la gare Saint-Lazare. C'est une boutique historique qui existe depuis plus de 75 ans. Et pour ta part, tu y travailles depuis 1986. Au passage, l'année de mai 1 an. Chez Sélection Photo Vidéo, vous proposez évidemment tout le matériel photo et vidéo possible et imaginable, mais aussi des ateliers pratiques. Vous avez également votre site de vente en ligne, sélection-photo.com, sur lequel vous mettez à jour régulièrement un blog avec de nombreux articles. Est-ce que tout est bon, Sébastien, sur ce que j'ai raconté ? C'est vrai. Ah, tout ça est vrai. J'ai l'impression d'avoir les renseignements généraux qui ont fait une enquête sur moi. Mais on a des sources très bien renseignées. Je vois ça. Et pour t'accompagner, on retrouve de nouveau Pierre-Yves Maître. Alors, c'est pas la première fois que tu viens à ces micros, mais je vais quand même te représenter. Alors toi, tu travailles pour la société DxOMark qui est basée à Paris depuis près de 6 ans et tu occupes le poste de Product Owner Image Quality Expertise. Tu as suivi une formation d'ingénieur en photonique dans le prestigieux Institute d'Optique Graduate School. Ton travail consiste à concevoir et appliquer des protocoles de test ultra perfectionnés pour évaluer de manière objective la qualité d'image délivrée par les caméras numériques et les smartphones. Exactement. Merci Arthur, on peut faire la prochaine en anglais complètement. Et pour le dire plus rapidement, je teste les caméras. Je suis toujours impressionné par la complexité des titres des gens en anglais. Des fois, c'est assez impressionnant. Ça en impose, quoi. C'est peut-être pour ça qu'en fait, les cartes sont double face aux États-Unis. Il faut en mettre quand même un paquet. Bon, au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Jackie Carré de Canon France et enfin de Cyril Duchesne de Fujifilm France. Voilà pour les présentations. Je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon dévoile la seconde génération de R6. Fujifilm annonce son nouveau modèle de la série XT et Nikon met à jour son Z9.
Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient tout juste d'annoncer le premier successeur de son hybride 24-36 mm à succès avec l'arrivée de l'EOS R6 Mark II. Ce nouvel appareil embarque un capteur stabilisé sur 8 IL CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur d'image Digic X ou 10. Ce couple offre une sensibilité maximale de 102 400 ISO et des performances en rafale jusqu'à 40 images par seconde avec un système d'obturation électronique et 12 images par seconde en obturation mécanique et intègre même la fonction de prédéclenchement. En vidéo, il est capable de délivrer des séquences 4K 50p et jusqu'au 6K 50p en ProRes RAW via HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe Atomos Ninja 5+. Le boîtier hérite du système autofocus de l'EOS R3 qui est amélioré avec désormais en plus la détection des chevaux, des trains et des avions. Côté ergonomie, on retrouve une griffe porte-accessoires active, un nouveau sélecteur photo-vidéo identique à l'EOS R5C et un viseur électronique OLED de 3,69 millions de pixels à une fréquence de 120 Hz. Le boîtier en alliage de magnésium est protégé contre les intempéries et Canon annonce une amélioration de l'autonomie de la batterie de l'ordre de 50% par rapport au R6 première génération. Le nouveau Canon EOS R6 Mark II sera disponible à la fin du mois de novembre et proposé nu au prix de 2 900 €. Deux kits seront également proposés, l'un avec un 24-105 mm f4 LIS USM au prix de 4 200 € et le second avec un 24-105 mm f4 7.1 IS STM au prix de 3 260 €. À noter que Canon annonce également un nouveau 135 mm RF f1.8 LIS USM qui sera pour sa part proposé au prix de 2 699 €, ainsi qu'un nouveau flash, le Speedlight EL5 avec un nombre guide de 60 qui lui sera proposé au prix de 499 €. Fujifilm annonce son nouvel hybride APS-C de la série XT, le XT5, un appareil compact et léger résolument tourné vers la photographie. Dans le nouveau XT5, on retrouve le capteur introduit il y a quelques semaines dans le XH2, à savoir un modèle X-Trans CMOS 5 HR stabilisé sur 5 axes de 40 millions de pixels, associé à la dernière génération de processeurs d'image X-Processor 5. Il offre entre autres une sensibilité native de 125 ISO et un système d'obturation électronique jusqu'au 180 millième de seconde. Le XT5 intègre une fonction Pixel Shift Multishot qui permet de réaliser des images à près de 160 millions de pixels. Le système autofocus hybride de l'appareil est dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning avec de la reconnaissance, détection et suivi de sujets tels que les animaux, les oiseaux ou les véhicules. Le XT5 reprend un design délicieusement rétro avec un viseur électronique central confortable et de nombreuses molettes de réglage. Il exploite également toutes les technologies de simulation de film, 19 au total, qui sont l'une des grandes spécialités de Fujifilm. Enfin, en vidéo, le XT5 permet des enregistrements de séquences jusqu'au 6,2K 30p en 422 10 bits. Il offre le F-Log 2 pour des séquences avec une dynamique d'image de 13 IL. De plus, il ouvre la porte au Apple ProRes RAW 12 bits ou au Blackmagic RAW via sa sortie HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe. Le nouveau Fujifilm X-T5 sera disponible dès le 17 novembre et proposé nu en version noire ou silver au prix de 1 999 €. Des kits avec au choix un 18-55 mm f2.8 ou un 16-80 mm f4 seront également proposés au prix respectif de 2 399 € et 2 499 €. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également une nouvelle optique, un 30 mm f2.8 macro capable de monter au rapport 1:1. Il s'agit du Fujinon XF 30 mm f2.8 R LMWR macro qui sera pour sa part proposé au prix de 699 €. Et enfin, pour terminer, Nikon propose une mise à jour de taille pour son vaisseau amiral professionnel, le Z9. La mise à jour de firmware 3.0 apporte de nouvelles fonctionnalités à l'appareil et des améliorations aussi bien en photo qu'en vidéo. En vidéo, on peut noter la réduction du scintillement haute fréquence et l'apparition d'une fonction de zoom haute définition qui accroît efficacement la plage de focale offerte en natif par l'objectif. Côté photo, on retrouve un nouveau mode de prise de vue en rafale à 60 images par seconde, accessible en format DX. On note aussi l'amélioration du système autofocus en faibles conditions lumineuses. D'une manière générale, Nikon apporte aussi une optimisation d'affichage des menus et des images en mode visualisation qui fonctionne désormais en orientation verticale. Enfin, il est possible de programmer plus de boutons. La mise à jour du firmware 3.0 du Nikon Z9 est gratuite et est accessible en téléchargement depuis le site de Nikon. Et
annonce vraiment un festival de nouveaux boîtiers là depuis 2 semaines. Benjamin, Sony la semaine dernière et OM System, Canon et Fujifilm cette semaine. C'est impressionnant. Ouais, c'est copieux. Et puis pour le coup, parlons de plein format, puisqu'on va parler d'APS-C. Dans une émission APS-C, parlons plein format, évidemment. Non, déjà, bravo à Nikon pour cette belle mise à jour gratuite du Z9. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut souligner. On le fait souvent assez micro. Fujifilm nous y habituait aussi. Et on attend aussi de Canon qui s'y mettent plus régulièrement. C'est très bien que sur les hybrides, les constructeurs désormais proposent ce genre d'évolution qui permettent de faire perdurer les modèles. Ça, c'est très important. Le R6 Mark II, c'est un boîtier qui était assez inattendu quand même. Ouais. Il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Alors, on ne va pas parler ici de toutes les polémiques qui entourent cet événement. Ce n'est pas le propos. Mais on pouvait attendre d'un point de vue photographique peut-être un R1. Je le baptise comme ça. Il n'y a aucune source qui le confirme pour l'instant. Mais une sorte de R3 survitaminé, ne serait-ce que pour faire la nique au Z9 ou au A1 qui sont en face. Bon, Canon dégaine un R6 Mark II qui, sur le papier, est sexy en diable. Ouais, c'est dingue. Les performances sont absolument délirantes, quoi. Voilà, donc il le positionne au niveau tarif face à la 7 IV. Clairement, je crois que là, le message, il est limpide. J'ai pu l'avoir en main brièvement. J'ai une version bêta en main. Ça m'a rappelé, au niveau du confort de la prise en main, plus la série des 5D, époque réflexe, que des 6D. Je trouve que c'est une série qui se gonfle, en fait, qui se muscle très clairement à tous les niveaux, au niveau des specs vidéo, photo et du gabarit. Bon, je pense qu'on tient un boîtier vraisemblablement un futur best-seller sans aucun problème. Bah ouais, Sébastien, le R6, c'est un boîtier qui a extrêmement bien marché. Qui a bien Elle marché. est bienvenue, cette nouvelle bien, version là. Bien marché. On a encore des difficultés d'approvisionnement sur le R6, ce qui est assez étonnant qu'ils sortent un R6 II. Donc tant mieux pour les gens qui passeront peut-être sur le R6 II plutôt que sur le R6 que je n'ai pas encore livré. Donc ça peut être une bonne chose. Survitaminé, tu le disais, parce qu'en fait, au vu des specs, on a un super boîtier. Alors, je ne l'ai pas vu, moi, personnellement, mais si tu me dis qu'en plus, ça ressemble à un 5D Mark IV, c'est une sensation. Ouais, c'est une sensation que j'ai eue d'avoir un petit peu un 5D Mark IV. C'est-à-dire qu'on est sur une prise en main, un boîtier un petit peu plus présent, quoi, un petit peu plus on va dire pro, à la limite, quoi, je trouve. voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, un peu plus pro. Il y a de la maturité dans tout ça qui arrive. Non, il mais y a de c'est la bien. maturité et puis un petit rapidement. Un petit gap en pixels, on passe de 20 à 24 millions. Bah, c'était le problème du R6. Voilà, il y a beaucoup qui peut-être se satisfaisaient pas de 20 millions, alors que 20 millions, dans les faits, on fait déjà beaucoup de choses. Peut-être que Pierre-Yves, tu vas pouvoir nous dire un mot là-dessus. Et puis, surtout, Arthur l'a dit dans la présentation, c'est très important. Il faudra le vérifier, évidemment, sur le terrain. C'est une annonce. On n'a rien pour étayer ça. Le coup de la batterie. Mais la batterie... Mais ça bah oui, clairement. Alors, c'est la même, faut préciser. C'est toujours la LPE 6N de mémoire. Et elle fait donc 50... H, tu as raison, parce qu'on peut la recharger en USB. Exactement. Et du coup, 50% en plus, ça, c'est un vrai argument. Donc, ça veut dire qu'il consomme moins. Donc, après, je ne sais pas par quel miracle le boîtier consommerait moins, parce que les microprocesseurs sont les mêmes. Donc, globalement, c'est une prouesse. Si c'est le cas, c'est prometteur. Et du coup, ce gap en pixels, toi, t'en penses quoi? Puis arrive de 20 à 24. On chipote, c'est bien. Ça permet de faire un tout petit peu plus de recadrage, d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité. C'est pas non plus un saut de géant en termes de pixels, mais par contre, je pense que ce qui est super important de souligner avec ce boîtier, et ça donne tout le sens à l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il a de plus en plus de très très bonnes specs, de très bonnes performances, un prix aussi qui est assez costaud. Et en fait, ça donne toute la place aussi à la PSC, aux autres formats. J'ai cru comprendre exactement, ça dégage de la place pour la PSC un peu plus bas, ouais, tu as raison. J'ai cru comprendre que tu étais passé récemment à la PSC chez Fujifilm en série XT. T'es pas un peu vénère là que le XT5 sorte tout de suite? Écoute, non, pas du tout, parce que justement, on parle de pixels, et c'est vrai que selon l'usage qu'on a de ces photos, plus ou moins professionnels, amateurs, par exemple, avoir des capteurs de 40 millions de pixels ou même plus, ça commence à faire des fichiers qui sont, mine de rien, très lourds. Ouais. Il faut tout le pipe derrière pour après traiter ces photos, les exporter. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes contraintes, c'est pas tout à fait les mêmes usages. Ça veut dire que tu es resté à 26 millions, toi? Moi, je suis resté à 26 millions, ouais. Okay. Ce qui permet déjà de faire pas mal de choses. Mais effectivement, quand on passe à 40 millions et qu'on est dans des bonnes conditions lumineuses, ça peut permettre limite de prendre un objectif de moins et de se dire, je vais juste, en fait... Ne spoilons pas Exactement. trop. On va pas spoiler. Parler de tout ça dans le grand débat. On va pas spoiler. Néanmoins, il n'y a pas que les capteurs et les pixels dans la vie, puisque le XT5, c'est aussi une ergonomie, c'est un design. Et c'est une philosophie presque. Il faut préciser que quelque part, c'est pas réellement un XT4 amélioré, puisque l'écran n'est pas sur rotule, mais c'est l'écran
on va dire articulable sur 3 dimensions, comme sur le XT3 et le XT2. Donc c'est quelque chose aussi qui ne séduira pas tout le monde. Donc c'est pas réellement un successeur du XT4, c'est un espèce de croisement entre le XH2, donc avec le capteur 40 millions BSI qui n'est pas empilé, ça on va y revenir un petit peu plus tard, qui fait de la 6K en l'occurrence et pas de la 8K comme le XH2. Du point de vue de l'ergonomie, un peu de XT3 et la stabilisation du XT4. Et vous avez le XT5. Bon, c'est très excitant en tout cas de voir toutes ces nouveautés. Ça montre une fois de plus à quel point ce marché est dynamique. Absolument. Et puis un mot de culture pour finir. Allez, quand même. Ouais, un mot de culture parce que là on va parler beaucoup de pixels, de matos, c'est très bien. Mais on voulait signaler que le prix Nadar qui décerne, le prix Nadar qui récompense chaque année depuis 1955 le plus beau livre photo de l'année. Donc c'est un prix assez prestigieux qui est remis par l'association Légende d'Images, a récompensé cette année un livre dont on a plusieurs fois parlé ici, Siempre Que, de Céline Croze. Encore Céline Croze. Comme quoi, on a peut-être eu du nez, finalement. Donc, le livre qui a été choisi parmi 150 sélectionnés quand même. Donc, félicitations à Céline. Félicitations à David Fourré, l'éditeur de La Main d'Onne, parce que c'est un prix qui met aussi en avant le travail d'un éditeur. Et donc, on vous invite à vraiment regarder de près ce livre qui est vraiment exemplaire en termes de mise en page, qui est vraiment une force visuelle assez implacable parmi les gangs vénézuéliens dans la nuit. Et vous pouvez aussi voir l'expo en ce moment en Cergy-Pontoise dans le cadre du Festival du Regard. Bon, faut qu'on la fasse venir, cette Céline, au micro. En attendant, c'est pas grave, tant qu'elle nous émerveille et qu'elle part au bout du monde et qu'elle nous ramène ces images-là, on en parlera. Bon, merci. Voilà qui conclut le Flash Actu cette semaine. On passe à la suite, naturellement. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, tu nous proposes un échange avec une reporter, le fondateur d'une association et 2 photographes en herbe dans le cadre d'un programme mené en Île-de-France par une grande marque photo. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Axel de Russet, Djibril Amadou Camara, bonjour. 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 Axel, tu es reporter photographe. Djibril, fondateur de l'association Ça bouge grave. Vous êtes accompagné de 2 participants du programme dont on va parler, Abdallah et Bakary, qu'on va entendre aussi. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le Young People Programme? Alors, le Young People Programme, c'est un programme lancé par Canon France qui consiste à travailler autour de la photographie et d'un thème, d'un objectif des Nations Unies de développement durable. Donc, nous, on a choisi avec Djibril l'égalité homme-femme. Et donc, on travaille avec un groupe de 24 jeunes à Saint-Ouen et on utilise pour ça le médium photographique en réalisant des reportages photos autour de ce thème-là. Voilà. Djibril, tu veux dire un mot peut-être sur la participation et l'implication de l'association dans le cadre de ce projet-là? On a eu de la chance, à la présentation du projet, de faire un débat avec tous les jeunes. Et du coup, ça nous a permis de déceler les problématiques que les jeunes filles du projet Young People Programme avaient notamment dans leur quartier. Et ça a permis aussi un échange avec les jeunes du projet, car c'est un groupe mixte. Il y a 12 garçons et 12 filles. Et du coup, ça a vraiment permis d'un débat constructif autour de cette thématique. Est-ce que toi, Axel, tu veux peut-être dire, est-ce qu'il y a quelques problématiques particulières qui ont été ciblées au cours de ces discussions? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une première rencontre avec les 24 jeunes. Et en effet, on a débattu autour de ce thème-là. Et donc, chaque jeune a exprimé un petit peu son ressenti dans son quartier. Donc, que ce soit l'accès à l'espace public ou les inégalités entre les filles et les garçons quand elles sortent ou ils sortent le soir. A été mis en avant beaucoup aussi les femmes dans le sport, la boxe, le rugby, les femmes dans la musique, les femmes... voilà, il y a eu aussi tout un pan qui a été abordé autour de femmes fortes dans des industries ou dans des sports qui sont essentiellement masculins. Et c'est vrai que cet échange était vraiment, vraiment fort.
Il y a eu des débats passionnés et des échanges passionnés entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Alors peut-être que je peux laisser la parole à Abdallah et Bakary. Alors, moi, c'est Abdallah. Et les thématiques qui ont émergé, il y avait, comme on parlait de l'égalité homme-femme, on parlait, par exemple, on a parlé de quand un garçon sort la nuit, c'est plus mal vu par la famille ou pas que si c'est une fille qui sort la nuit. Quand les filles, elles sont abordées aussi dans la rue par les garçons. Est-ce que c'est plus difficile d'être un garçon qu'une fille dans un quartier? Voilà, plusieurs autres thématiques de ce genre. En quoi est-ce que l'image, ça va être un bon outil pour faire passer des messages ou pour sensibiliser par rapport à ces thématiques-là? C'est vraiment l'outil qu'utilisent tous les jeunes. En réalité, ils sont très très familiers de l'image. Après que ce soit un réflexe, c'est très différent par rapport au téléphone portable. Mais en effet, pour eux, c'est un langage familier, en quelque sorte. Donc, ils sont assez à l'aise. Si en plus, il avait fallu ajouter, parce que c'est déjà discuter de cette thématique, c'est pas quelque chose qu'ils font forcément quotidiennement. Là, il y a un aspect un peu ludique, il y a un aspect de vraiment, ils aiment l'image, quoi. Donc, c'est hyper naturel de traiter de cette thématique en image. Et comme disait à juste titre Abdallah, si tu veux répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, je disais en fait que l'image, c'est un peu comme une langue universelle que tout le monde peut comprendre. Et voilà, quoi. C'est une langue commune à tous, en fait. Donc, pour eux, c'est très important de se faire comprendre partout. D'ailleurs, ils aimeraient que leur exposition soit à l'international. Ah bah ouais, ça, on va en parler de l'exposition. Bah ouais, ça, faut avoir de l'ambition. Est-ce que ça fait une différence sur le terrain de justement photographier avec un réflexe? Et toi, ça a changé quelque chose par rapport à ta manière de faire des photos, du coup, ou par rapport aux personnes que tu photographiais? Donc moi, j'ai jamais utilisé d'appareil photo pro et c'est une chance d'avoir utilisé un appareil photo. Et j'ai aimé faire les réglages, tout plein de choses, les photos. Ça n'a rien à voir avec les téléphones, c'est complètement mieux. Les gens nous prennent plus au sérieux alors que avec un smartphone, les gens devant les photos, ils rigolent, ils font tout plein de choses alors qu'un appareil photo, mais c'est plus ça rend les gens plus au sérieux quand on les prend en photo, alors que les téléphones, ils rigolent, ils font des signes. Toi aussi, Abdallah, t'as senti ça? C'est plus sérieux qu'avec un réflexe? Oui, parce que avec un appareil photo pro, c'est pas du tout le même contexte. On l'utilise pas dans les mêmes circonstances. Avec un appareil photo, il y a certains réglages à faire. Il y a un angle à avoir, alors qu'avec un téléphone, si on fait une vidéo, par exemple, on le bouge dans tous les sens ou des choses comme ça, alors qu'avec l'appareil photo, faut bien rester en place, histoire que la photo, elle soit bien vue. Axel, Djibril, vous avez accompagné tout ça, vous êtes content des résultats? Oui, après, à la fin, le résultat, ça sort de bonnes photos, parce qu'Axel est une bonne prof, donc en soi, oui, il y a des super bonnes photos. Et ouais, en plus, on a la chance que Canon nous a laissé entre les mains des 4000D EOS. Et du coup, pour les réglages, pour la première prise en main et tout, c'est super pour les jeunes, quoi. Et du coup, ouais, franchement, ils sont forts. Mais j'en dis pas trop parce que je vous laisse voir l'exposition qu'ils vont présenter eux-mêmes. Je pense le 8 mars 2023 à la serre Wangari à Saint-Ouen. Moi, je suis très contente du travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Je pense que le contexte qui fait que ce soit hors contexte que scolaire aussi, c'est avec l'association Ça bouge grave, on est dans un état d'esprit qui est assez libre et voilà, les jeunes sont assez autonomes, donc c'est cadré, mais c'est aussi dans leur quartier, et ils ont une certaine confiance et donc le résultat est là. Vraiment, les photos sont bonnes, les reportages sont bien montés. Moi, je suis très impressionnée. Et je pense que c'est aussi le fait que ce soit près de chez eux. Ils ont trouvé les reportages, on a réfléchi ensemble et voilà, ils se sont montrés très impliqués sur le terrain. Et l'échéance du 8 mars, Djibril et moi, on est de Saint-Ouen, on est au Donien. Donc évidemment, on est très fiers de faire ce projet-là. Moi, je suis très fière de faire ce projet-là, que ce soit c'est le projet Canon Young People Programme Europe. Donc, on est en quelque sorte des pionniers, on va dire. On va représenter la France dans ce programme-là et l'Europe même en général.
Donc, on est très fiers. Moi, je suis très fière et j'attends avec impatience le 8 mars. Et Abdallah, Bakary, vous appréhendez un peu l'échéance du 8 mars ou vous êtes excité à l'idée d'imprimer vos photos? Ben, on est un peu excités, quoi. Voilà. On est très content de ce qu'on a fait. Et voilà, on aimerait le voir au plus vite. Ouais, moi j'aimerais bien les voir imprimés. Je serais très content quoi que les gens ils puissent voir ça. De toute façon, les jeunes aideront dans la préparation de l'événement. Notamment, ce seront les ambassadeurs, les porte-parole du projet. Ce sera l'objectif à ce moment-là de commencer à pitcher le projet à tout le monde et à communiquer aussi sur ce qu'ils ont fait. Et l'objectif aussi, c'est de les préparer avant l'événement, pour pas qu'ils soient trop surpris du monde, parce que l'objectif, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on va se faire une petite expo privée en amont avec les parents et tout, pour qu'ils appréhendent à peu près l'échéance du 8 mars. C'est quoi comme journée le 8 mars? Le 8 mars, c'est pas la journée de la femme. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée Des égalités hommes-femmes. International. des droits des femmes, c'est ça. Rendez-vous le 8 mars alors pour cette expo. Merci à tous les quatre en tout cas et à très bientôt alors en 2023. Ouais, Merci, à bientôt. bientôt. À bientôt. Merci Benjamin, merci de nous avoir fait découvrir ça, c'est génial, c'est magique, j'adore la manière dont ils parlent de leur découverte de la photo, enfin l'effet magique fonctionne toujours. Ouais, peut-être qu'on comprend un peu mieux l'engouement actuel de toute une jeune génération pour l'argentique aussi. Peut-être que tu pourras en dire un mot, Sébastien, Absolument, ouais. hein, dans les magasins. Je crois que l'attrait pour l'outil photographique ou la découverte de l'outil photographique au-delà des images qu'on peut faire avec son smartphone, bah finalement, ça véhicule une certaine magie aussi. Et puis, il y a un plaisir à l'usage. Ils en parlent. Alors, il y a d'autres conversations que j'ai eues avec eux où ils me parlent du réglage des ISO, hein, entre autres. Ils en parlent, ils ont été familiarisés à ça et ça fait écho aussi. Donc, ce programme est initié, ils l'ont dit plusieurs fois, par Canon France, hein, et va peut-être être porté à l'Europe, le Young People Programme. C'est un peu un laboratoire et ça fait une résonance avec un autre programme dont on a déjà parlé, dont je reparlerai aussi plus tard, qui est impulsé par l'association Analogue Sport. Ah oui, on en avait Tu te parlé souviens, de ça, bien qui sûr. sensibilise les jeunes à la photographie argentique dans le cadre de la photo sportive. D'accord. Ce qui est un double challenge, quoi. Et là, il se trouve que ça va être la 2e édition de l'Analogue Sport Festival qui va se dérouler du 10 au 20 novembre à l'Espace Voltaire dans le 11e arrondissement. Donc c'est là, ce mois-ci. Si vous êtes de passage, allez-y. Sébastien, les jeunes qui ne connaissent la photographie qu'à travers un smartphone, ils s'intéressent quand même un peu à des vrais appareils photo? Oui, de plus en plus, parce qu'on le voit. Alors, tu parlais effectivement Ben, de la photo argentique. Il y a l'objet, en fait. C'est l'objet d'abord qui fait que les gens se mettent à la L'appareil photo. pro, Ah hein, ben, l'appareil pro, quoi. mais tu vois, mais au début, on va dire, c'est récupérer l'appareil de papa. Mhm. Donc, il récupère l'appareil. Alors, ça peut être un Patax Camille ou MX, ça peut être un FM2. Donc, il y a déjà l'objet. Et ça rejoint à l'esprit de Fujifilm, l'objet vintage. Donc ça, c'est déjà une première approche. Et quand tu as un appareil photo à la main, et le jeune homme l'a très bien dit, Jibril l'a très bien dit, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas un téléphone. Là, tu es destiné à faire de la photographie parce que tu as un appareil photo. Tu fais plus d'images, tu fais de la photo. Donc ça, c'est aussi la grosse différence. Après, le côté vintage et l'appropriation d'un certain grain d'image. Tu vois, en fait, les filtres Instagram du début d'Instagram. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir à ça, avoir du grain et non pas du On bruit. pouvait se mettre des petites oreilles de lapin en argentique? J'ai pas Alors, souvenir de ça, moi. Alors, quand je te parle de, quand je te parle de filtre, c'est le début où tu pouvais avoir un effet de flair C'est qui vrai, n'existait c'est vrai. pas. Je plaisante, Tu pouvais avoir comme si ton Petit traitement croisé. voilà, un petit voilà. Et ça, globalement, c'est ce qui plaît bien. Après ça, beaucoup de gens de jeunes primo-accédants à la photographie qui viennent avec de la photographie avec un smartphone arrivent aux limites. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas vraiment faire de tirage en grand format avec leur téléphone, que les images sont très jolies sur l'écran, mais dès qu'ils sortent de l'écran, ça ne donne pas de bons résultats.
Ils sont passionnés de photo, ils se disent, il faut que je passe à autre chose. Et là, on va rejoindre en fait le sujet d'aujourd'hui, c'est l'APS-C, où ils vont se diriger parce qu'ils veulent pas non plus avoir, alors ils n'ont pas forcément un budget extensible, ils veulent pas non plus avoir un gros produit, puisqu'en fait le but c'est d'avoir un produit que j'ai tous les jours dans mon sac. Et ça, effectivement, le réflexe hybride ou le réflexe en full frame ne le permet pas. Et là, en l'occurrence, oui, tout à fait, c'est des réflexes 4000D pour être précis. Donc c'est Ben voilà, des réflexes c'est la APS-C. La question que j'allais te poser. Très grand public. Pour et voilà. Il n'y a pas plus grand public. Exactement. Voilà. Donc c'est des boîtiers à moins de 700 à peu près, voilà, dans cette gamme-là. Pierre-Yves, toi, tu nous as expliqué déjà plein de fois à ces micros que les smartphones faisaient énormément de progrès en termes de qualité d'image, de tout ça. Enfin, il y a quand même un terrain sur lequel ils peuvent pas se battre contre les appareils photo, c'est sur la prise en main et l'expérience finalement. Bah ouais, exactement. Et en ça, le témoignage qu'on a là, je le trouve vraiment super intéressant parce qu'il y a une chose qui ressort quand même, c'est que le langage de l'image, de la photo, il est déjà connu un peu par tout le monde via les smartphones. Il est accessible, on peut le pratiquer un petit peu. Et après, il y a une sorte peut-être d'apprentissage, de passage, j'ai envie de dire presque obligatoire, pour prendre en main un peu l'intentionnalité, les réglages, savoir ce qu'on veut faire vraiment dans la photo. Et là, avoir l'objet dans les mains, faire les réglages, avoir l'œil dans le viseur, ça va appeler des compétences qui sont complètement différentes. Ça change tout. Après, d'un point de vue technique du smartphone, on a quand même vu des photographes qui ont fait des couvertures de magazines, par exemple, avec un smartphone. Il y a des capacités techniques de smartphone qui permettent de faire des photos vraiment très correctes. Mais par contre, l'apprentissage de comment la faire avec un smartphone, il n'est vraiment pas évident sans avoir l'outil dans les mains. Et parce qu'il y a la question d'être pris au sérieux. C'est-à-dire que soi-même, on devient sérieux avec l'outil, mais on est pris au sérieux par le sujet, puisque l'outil en impose un peu plus qu'un smartphone. Ça, c'est très intéressant. Et puis, pour finir, Sébastien en parlait très bien aussi de l'importance donc, de l'outil. Il y a la finalité de l'image imprimée. Donc, moi, il me tarde de voir cette expo. Ça a l'air de les exciter vachement. Et ça les excite vachement. Et je pense que ça participe comme le succès de l'Instax, des appareils Lomo, Polaroid, de l'instantané de manière générale. Cette matérialité aussi de l'image fascine les jeunes générations. Il y a une certaine magie qui émane de tout ça. Moi, il me tarde le 8 mars et d'aller voir ça à Saint-Ouen. Bon. Et ce que j'adore vraiment là-dedans, c'est que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'allers-retours entre les deux médias. Parce qu'en fait, même en tant que photographe, parfois, il y a une chose de j'ai envie, selon les types, en photo de rue par exemple, j'ai envie de disparaître. Et là, le fait de plus avoir un gros appareil photo, un objectif, que les gens ne regardent plus, juste d'avoir un smartphone et de pouvoir faire des bonnes images sans que personne ne remarque que je suis en train de prendre des photos, c'est aussi un point de vue qui est intéressant. Et en fait, j'adore faire des allers-retours entre les deux moyens de faire des photos. Bah, de toute façon, c'est certain qu'avec un smartphone, tu fais d'autres types d'images qui sont aussi intéressantes, qui n'y a rien à dire. Mais je suis très content de savoir qu'en fait, des jeunes comme ça aient envie d'abord de faire une expo en vrai, c'est-à-dire de sortir l'image de l'ordinateur, enfin de l'appareil, puis après de l'ordinateur. Et ça, c'est important. Et je peux vous dire que certains jeunes photographes qui n'avaient jamais fait de tirage, quand ils font des tirages chez nous, ils ont à la limite la larme à l'œil. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu de photos tirées. C'est-à-dire que quand on leur montre un tirage en 30-40, il y a un côté émouvant quand on leur remet la photo. Donc ça, c'est... ça rejoint exactement l'idée de ta story sur le fait de faire une expo. Bon. Merci beaucoup une fois de plus, Benjamin, de nous avoir fait découvrir ça. On va faire une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous êtes passionné de photographie et vous ne voulez travailler qu'avec les meilleurs équipements ? Les objectifs RF et RFS sont l'avenir de la photo et de la vidéo. Ils offrent une qualité et un fonctionnement supérieur grâce à une technologie exceptionnelle. Profitez d'une offre exclusive de remboursement pouvant aller jusqu'à 1 000 € pour tout achat sur une sélection d'objectifs RF Canon. Valable jusqu'au 31 décembre 2022, c'est l'occasion ou jamais. Alors, dépêchez-vous. Pour connaître la liste des produits éligibles et profiter de cette offre, rendez-vous sur le site canon.fr/hiver 2022. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos invités Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de DxOMark pour parler des boîtiers équipés de capteurs au format APS-C. Malgré une omniprésence des boîtiers équipés en 24-36 mm, de nombreux constructeurs proposent aussi des appareils en APS-C. D'autres en ont fait même une véritable spécialité, une manière de se différencier. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Pentax, Leica, Sigma,
tous ont en gamme un ou plusieurs boîtiers APS-C avec des nouveautés fortes dans ces catégories. On peut citer par exemple les nouveaux Canon EOS R7 et Canon EOS R10, les récents Fujifilm X-H2S et X-H2, le Nikon Z30, la caméra Sony FX30 et tout dernièrement le nouveau X-T5, on en a parlé dans le Flash Actu. Alors avant de commencer, je vais vous poser une question à tous. Une question qui tue. Elle arrive tôt, dis donc. Elle arrive très tôt. Elle arrive très tôt, mais c'est pour dynamiser un peu tout ça. Messieurs, quel est votre boîtier APS-C préféré et pourquoi ? Et je vais donner la parole pour commencer à Pierre-Yves Maître. Alors, les boîtiers APS-C préférés. Le boîtier APS-C préféré. Parce que personnellement, j'utilise un X-T4 qui est un peu un compromis, parce que j'adore le format réflexe au quotidien. Il y a vraiment deux boîtiers qui m'ont marqué par leur viseur optique. En fait, il y a le format X Pro de Fuji que je trouve génial, et côté français, le Pixie aussi, qui est un capteur APS-C. Très bien. Avec un format plus... c'est un télémétrique en fait. Et le fait de vraiment regarder à travers le viseur et d'avoir une photo numérique derrière, c'est pas très génial. Les IKM du coup. On a dit APS-C. Oui, c'est vrai. Bah, le M8. Le M8. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Okay. C'est un peu moins cher le Pixie. Sébastien. Alors, je vais pas être très original, mais c'est vrai qu'un XT4 reste un beau boîtier. On parlait tout à l'heure du côté outil, du côté objet. C'est un très beau boîtier. Après, il y aurait plus moderne, je dirais, ça serait un 6006 de chez Sony, un Alpha 6006 pour la partie vidéo. Si je devais faire de la vidéo, je me tournerais vers ce produit-là qui est très bien stabilisé et qui est là pour le coup pratiquement fait que pour la vidéo. Mais au niveau du look et au niveau de l'objet, il n'y a rien à dire. Fuji reste un super produit. À prendre en main, c'est absolument génial, le fait d'avoir les réglages un peu old school sur le haut du boîtier, de tout voir même quand le boîtier est éteint, et après on retourne juste l'écran, on ferme, on se met en focus manuel. Oui, d'accord. Un réglage de pellicule et on regarde, on n'essaie même pas de retoucher. Mais ça, c'est mon âge en fait qui fait que ça attire aussi les jeunes générations. Amène-nous dans la modernité. Oui, s'il te plaît. J'aimerais. Alors, je vais faire un pas de côté, tiens, parce que le boîtier qui m'accompagne tout le temps, d'ailleurs, je l'ai là dans ma sacoche de vélo, hein, c'est le Fujifilm X105, hein, donc qui rejoint un peu ce qu'a dit Pierre-Yves au niveau du viseur, puisqu'il s'agit d'un viseur hybride qu'on appelle, il ne veut pas dire grand-chose, mais en gros. Façon télémétrique, enfin visée réelle et ou visée électronique au choix, et puis surtout compact, focale fixe. Et je mets un complément grand angle qui fait un 28 mm, mais le boîtier que j'adore, qui permet de faire des photos différentes à la manière d'un smartphone, on en parlait dans le cadre de la street photo, c'est le Ricoh GR. Là, c'est la famille des Ricoh GR, qui sont bourrés de défauts, hein, autonomie vraiment pas terrible, pas d'écran orientable, pas de viseur, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, mais un vrai plaisir à l'usage, une personnalisation à outrance, qualité d'image géniale, du RAW DNG. Donc je vais retenir le Ricoh GR3. Bon. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais avoir une réponse un peu plus originale parce que c'est le Canon EOS 300D qui a une valeur tout à fait affective pour moi puisque c'est par ce réflexe-là que je suis rentré, on va dire, dans l'univers de la photographie numérique. Hein. Pour rappel, c'était un des premiers boîtiers, entre gros guillemets, relativement abordable, qui permettait de passer au réflexe numérique. Alors, c'était un capteur de 6 millions de pixels, un viseur pentamiroir, ça devait faire 2 images par seconde en rafale, mais un écran arrière minuscule. Mais quel kiff! Quel kiff! J'ai fait beaucoup de choses avec ce truc-là et figurez-vous que j'en ai racheté un d'occasion il n'y a pas très longtemps et ça me fait plaisir de temps en temps de le ressortir. Il fonctionne encore très bien. J'ai gardé mon premier appareil numérique qui était un 400D aussi. J'ai gardé pour le coup, pour éviter de le repayer beaucoup plus cher aujourd'hui. Et tu vas devenir vintage bientôt. Sébastien, de l'appareil photo de papa. Et c'est vrai que moi, en fait, quand j'ai commencé la photo, c'était avec l'appareil photo de mon père. C'était un Nikon D200. Oui, à l'époque, et c'est génial. Beau début, hein, c'est un sacré début. Après, je suis redescendu en gamme et je remonte petit à petit la pente. Mais je pense que c'est pas étranger au fait que j'aime bien le format aussi réflexe, viseur central. Ouais, que des boîtiers APS-C là. Hein, on s'aperçoit que Arthur est un sentimental. Ça, c'est une première chose. Ça,
Et pour aussi finir et conclure sur le choix, le Nikon, le ZFC en l'occurrence, a très bien joué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend le ZFC pour son look. Ah oui. C'est-à-dire que là, ça Alors, ressemble... juste petite précision, le Nikon ZFC, donc c'est un boîtier hybride en monture Z équipé d'un capteur APS-C qui a un look très rétro, qui fait un peu penser au FM2. Qui se veut, clairement, voilà, un clin d'œil au FM2. Un petit look à l'ancienne. Pour te dire, on le met, nous, en vitrine. Il est proche, on a une vitrine muséum Nikon. Il est proche, donc le boîtier est mis en place de telle façon à pouvoir montrer d'où il vient. Et c'est un carton. Voilà, les gens adorent ce boîtier pour son look. Par rapport au Z50 dans les chiffres de vente. Ça n'a rien à voir. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, finalement. Alors, à une époque pas si lointaine, les boîtiers équipés de capteurs APS-C régnaient littéralement en maître dans l'univers du réflexe et ont été pour beaucoup de constructeurs l'une ou la première porte d'entrée dans l'univers hybride. Alors on se souvient, on en a parlé rapidement, de l'EOS 300D et des Nikon D70, respectivement en 2003 et 2004, du Nikon D200 en 2005, du Leica M8 en 2006, donc le premier M numérique qui était équipé en capteur APS-C, du Canon EOS 7D en 2009, un boîtier quasi pro, taillé pour l'action et le terrain. Des Sony Nex 3 et Nex 5 en 2010, les premiers hybrides Sony qui étaient équipés de capteurs APS-C et qui ont inauguré la fameuse monture E, ou encore les Canon EOS M en 2012. Alors, la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement pourquoi on appelle ça un capteur APS-C. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de répondre à cette question ? Je peux. Alors, vas-y, Sébastien, on t'écoute. En fait, au départ de l'argentique, il y avait donc le format 135, donc le 35 mm, qui faisait 24-36. Et à un moment, ça s'est soufflé un petit peu, c'était dans les années 90. T'étais déjà à sélection photo-vidéo à l'époque. Non, mais on va arrêter de parler de ça parce qu'au bout d'un moment, les gens vont faire un calcul. Mais quel âge a-t-il ? Quel âge a-t-il ? Voilà. Donc, on va. S'il te plaît, Arthur. De la chance, c'est un podcast et c'est pas filmé. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est pas filmé. Le mystère reste entier. Quoi. C'est vrai. J'ai plutôt un physique de radio que de télévision. Mais c'est pour ça qu'on fait du podcast, nous. Merci. On n'est pas fous. Donc, disais-je, ce format-là s'est soufflé un peu. L'industrie de la photo s'est dit, tiens, ça serait bien de sortir un nouveau format avec des boîtiers plus petits. Et ils ont sorti l'APS-C qui s'appelait Advanced Photo System. Ouais. Alors, c'était fait pour que ça soit plus simple. Donc, les pellicules n'étaient plus, les films n'étaient plus avec la languette qui sortait, qu'il fallait mettre dans un cran. C'était tout automatique, quoi. Voilà, c'était des sortes de cassettes qu'on mettait à l'intérieur. Ça a bien fonctionné, tout le monde en a fait. Et tout le monde en a fait même avec des objectifs interchangeables. Ça existait chez Nikon, chez Minolta à l'époque, chez Canon. Tout le monde a fait ces produits-là. Puis des produits plus petits, c'était Kodak qui avait lancé en fait ce format-là, puisque c'était des fabricants de films. Ils avaient aussi leur propre appareil, ça s'appelait les Advantix. Donc tout ça a fait que ça a relancé le marché. Mais est arrivé le numérique. Ça a effectivement coupé court à ce format, puisque le numérique est arrivé, et le format utilisé par le numérique au départ, c'était de dire, tiens, on va prendre ce même format qui est pratique, et on va pouvoir sortir, je pense qu'ils pensaient même à l'époque pas forcément sortir du plein format. C'était au départ dire, le format du numérique, ça sera ça. Alors, il y a une particularité quand même avec ce format APS-C, donc ce format de capteur, c'est qu'il induit ce fameux coefficient de conversion qu'il faut appliquer au focal. Pierre-Yves, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi et surtout comment ? Comment ? Alors, pourquoi ? En fait, il va y avoir un facteur de conversion quand on va passer sur de l'APS-C, c'est-à-dire que si on achète un objectif qui va être 30, 32, 33 mm, la focale physique optique, le calcul de focale qui est juste un calcul, effectivement, c'est 30-32 mm. Par contre, quand on va mettre un capteur derrière qui va être plus petit qu'un capteur plein format, en fait, on va prendre qu'une partie du cercle optique qui sort derrière l'objectif de 32 mm. Et donc, du coup, c'est comme si on
zoomer un petit peu dans le cercle optique de cet objectif. Et donc, on va se retrouver avec un équivalent plein format comme si on avait un 50 mm. Donc, en fait, tous les objectifs un peu standard 50 mm f1.8 en plein format, ils vont se retrouver plutôt sur en fait, des 33 mm, 35 mm en APS-C avec un facteur de conversion de fois 1.5. Oui, puis souvent, du coup, les gens sont un peu paumés parce que sur l'optique en elle-même, c'est pas l'équivalence qui est indiquée, mais c'est la focale. Pourquoi ils mettent pas les APS-C, bonnes c'est la focales focale directement réelle. sur les optiques, quoi? Surtout sur les optiques qui sont dédiées. Ils auraient pu directement donner la vraie focale et non pas la focale du plein format. Alors parfois, c'est marqué en magasin ou dans des guides, on l'indique, on voit équivalent à fait. 24-36. C'est valable pour les compacts, hein. Là on parle d'APS-C, c'est valable pour tous les appareils. Pour les micro 4 tiers, il y a un facteur x2. Voilà. Encore un peu plus pour les formats 1 pouce jusqu'à 2.6. Et donc ça va changer la façon dont on aborde la focale. Ça va aussi changer après tout ce qui est profondeur de champ, flou d'arrière-plan. En fait, quand on va passer d'un objectif, par exemple, on a déjà eu cette discussion 1.8, dans ce podcast. quand on va passer d'un objectif 1.8 en plein format à un objectif 1.8 en APS-C, on va avoir une profondeur de champ qui est un peu plus large. Donc quand on va faire la mise au point au même endroit, on aura une zone plus nette autour de ça. Donc en fait, il y a un peu les mêmes facteurs de conversion qui s'appliquent à la profondeur de champ. Et je parle vraiment juste de ce qui est net et ce qui est pas net dans l'image. Ouais. Et du coup, par exemple, si on veut un équivalent f3.2 en plein format, ça va être plutôt un f2 sur la PSC pour avoir la même zone de netteté ou le même flou d'arrière-plan. Et de la même façon, ça va être un f1.6 en micro 4 tiers qui va faire un f3.2 en plein format. C'est pour ça qu'on peut pas comparer un 1440 ou un 1240, on va dire, 2.8 d'une marque micro 4 tiers avec un 2470 2.8 plein format. Voilà, exactement, c'est pas la même chose. Donc en termes de lumière qui rentre, effectivement, le nombre d'ouvertures, ça c'est bon, mais en termes de zone de netteté, de profondeur de champ, il va y avoir une petite conversion. Et après, il y a encore, je viens de dire plus compliqué, mais ce qu'on va appeler la qualité ou le côté plaisant du bokeh, du flou d'arrière-plan, là, c'est encore rien à voir, c'est vraiment au niveau du design optique. Ouais, c'est ça, parce que d'une optique à l'autre, tu peux avoir un bokeh totalement différent, même à ouverture équivalente, quoi. Donc, c'est la construction optique qui va générer le bokeh. D'ailleurs, on a parlé du très beau 135 1.8 sériel qui est annoncé. Bon, un prix aussi très beau, hein, 2600 et quelques euros, c'est fou pour une ouverture 1.8. Mais le bokeh a l'air pas mal du tout, quoi. Ok, donc ce coefficient de conversion de 1,5 fois, finalement, il est super cool quand on aime utiliser des longues focales. Puisque un 200 mm se transforme en 300, un 400 en 600, etc., etc. Ouais, et 1,5 fois, précisons au passage que 1,5 fois pour la majorité, puis il y a une exception, puisque Canon, c'est 1,6 fois. Oui. Bon, petite précision. Oui, selon mais les marques, c'est pas même... exactement les mêmes tailles de. La taille du capteur diffère parfois. Voilà, effectivement, c'est vrai que sur le 24-36, c'était vraiment la taille de pellicule. Il n'y a pas de débat, c'est 24-36. Après, c'est vrai qu'en APS-C, au lieu de 36 en largeur, on va avoir des 23,5, 22,8, un peu plus libre selon les fabricants. Après, à l'usage, en fait, on ne va pas énormément s'en rendre compte. Ça reste vraiment dans la largeur du trait. Mais comme disait Arthur, c'est un avantage pour les gens qui veulent faire du sport ou de l'animalier, puisque tu vas augmenter en fait ta focale. Par contre, le fan de paysage, c'est moins vrai. cool. Oui, mais tu vois aussi... Tu as des ultra grands angles qui permettent d'y bien pallier. sûr, Enfin, tu peux toujours faire du paysage. Hein. Oui, tout le monde a une gamme, enfin toutes les marques ont une gamme où tu as un ultra grand, donc tu as toujours un 10 mm qui correspond à un 15 ou un 16 qui est dans la gamme. Et le fait de la profondeur de champ, tout le monde parle que c'est un peu dommage que cette profondeur de champ soit si importante et donc on ait une plage qui est très nette partout, en particulier l'arrière-plan. C'est vrai que c'est tendu pour le portrait, mais je parlais pour le sport. Nous, on a des clients qui adorent ça, parce que quand tu fais par exemple un match de foot, ben, tu vas avoir le premier plan qui est net, mais le joueur de derrière net également. Et ça peut être important, tu vois. Évidemment pour le portrait, de ne pas avoir un flou qui met en présence le sujet principal, ça c'est un peu ennuyeux. Alors, et ça, c'est très vrai et très intéressant, parce que même au final, maintenant, sur le smartphone, on a beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont tous des ouvertures, j'ai envie de dire, la plus grande possible à 1.6, 1.7, pour faire rentrer le maximum de lumière, le capteur étant plus petit. Et par contre, avec ces ouvertures-là qui sont fixes, on ne peut pas la changer. Bah, quand on va faire des photos de groupe, de famille, à plusieurs, avec un peu différents plans, on va souvent se retrouver avec l'arrière-plan qui est un petit peu flou. Et là, on ne peut pas fermer, donc on n'a pas le choix. Donc effectivement, selon l'utilisation de la photo, ça peut être un avantage d'avoir une profondeur de champ plus ou moins grande. Et pour de l'animalier, ça permet aussi de ne pas rater son focus plus facilement. Tout à fait. Et en vidéo aussi. On en dira peut-être un petit mot plus tard, mais ça, en vidéo, on apprécie de pouvoir avoir cette petite zone de confort supplémentaire qui, en plein format, génère
parfois des gros loupés. Alors, pour bien qu'on comprenne les choses vis-à-vis de ces boîtiers équipés en APS-C, faut qu'on parle un tout petit peu de monture, parce que pour le coup, tous les constructeurs n'ont pas la même stratégie à ce niveau-là. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, donc Sony a lancé la monture E, au moment de son entrée sur le système hybride avec les NEX en 2010, et finalement, c'est toujours cette même monture qui est utilisée actuellement sur les boîtiers Sony, qu'ils soient 24-36 ou APS-C. Par contre, il y a 2 gammes d'optiques, une gamme compatible avec le plein format et une gamme spécialement conçue pour les formats APS-C, respectivement E et FE. Chez Nikon, c'est à peu près la même chose. Sur leur monture Z, ils ont 2 gammes d'optiques, une gamme DX et une gamme FX. Exactement la même chose qu'il y avait du temps de l'argentique. Chez Canon, c'est encore un peu plus compliqué, puisque on retrouve de l'APS-C dans 2 systèmes complètement différents, que sont l'EOS M et l'EOS R. Et au sein de la monture EOS R, qui est un peu la reine chez Canon, là encore, on se retrouve avec 2 gammes. Les obtures RF et les optiques RF et les optiques RFS. Avec une parenthèse à ce niveau, parce que plus compliqué chez Canon, oui et non, dans le sens où c'est plus simple par rapport à la période des réflexes, où il fallait faire attention puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFS dédiées du coup à l'époque à la PSC sur les réflexes plein format, alors qu'aujourd'hui, un utilisateur qui possède un R7 par exemple pourra monter ses optiques RFS. Oui. Moyennant un petit truc, mais sur s'il a aussi un plein format, sur son R6, R5 ou autre, quoi. Exactement. Fujifilm, c'est beaucoup plus simple, puisqu'ils ont misé sur la PSC dès le début, donc une seule monture, il n'y a pas de problème. Et les IK, double monture aussi, si on peut dire, pour le M8 qui était le premier M numérique en APC, donc la fameuse monture M. Et ils ont aussi lancé un système hybride en APS-C. Alors c'était les Leica T initialement, TL, puis CL, qui eux utilisent cette fameuse monture L dont on a déjà tant parlé dans cette émission, qui est commune à Panasonic, Leica et Sigma. Donc voilà, c'est un peu important de bien piger tout ce qui se passe au niveau des montures. Au moment de se construire une gamme optique, c'est ultra important, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on va pouvoir faire plein de choses. Le pas de vis, finalement, est le même, et on va pouvoir essayer des choses un peu différentes. Si on prend une optique plein format et qu'on la monte sur son boîtier APS-C, pas de problème. On va même être un peu meilleur, parce qu'en fait, on va pas taper dans les coins de l'optique. Ouais, donc en fait, les performances dans le on champ va utiliser vont être super bonnes. Et par contre, si à l'inverse, on monte un objectif designé APS-C sur un plein format, bah là, on va avoir le fameux cercle optique en fait directement sur le capteur. Les boîtiers modernes, ils ont des fonctions de crop automatique. Tout à fait. Normalement, il est reconnu. Alors, dans les menus, souvent, on peut mettre crop auto. Ouais, c'est ça. Exactement. Il va être reconnu, le recadrage sera automatique. Alors, aujourd'hui, les boîtiers équipés de capteurs APS-C, ils semblent vraiment de nouveau sur le devant de la scène. La preuve en est avec l'arrivée des modèles Canon et Nikon sur leurs montures phares que sont la monture RF et la monture Z. Nikon a lancé un premier boîtier décliné en 3 versions, Z30, Z50, ZFC. Canon, pour sa part, est allé un petit peu plus loin dans l'exercice et a lancé, entre autres, l'EOS R7 très récemment, un boîtier très expert qui est équipé de ce fameux capteur APS-C. On vous propose d'écouter Jacques Icaré, le chef produit de Canon, nous parler de ce nouveau boîtier. Alors, avec l'EOS R7, on a voulu ouvrir le système EOS R au capteur APS-C. Alors, les capteurs APS-C, c'est surtout très intéressant pour les photographes animaliers et également les photographes de sport. Donc, avec le R7, on a vraiment voulu s'adresser à ce type de photographes qui sont en attente d'un capteur APS-C qui leur permet d'augmenter la focale et d'avoir donc une capacité à se rapprocher du sujet. Et également, sur un boîtier APS-C, c'est un produit qui est un peu plus petit, moins encombrant et également plus abordable. Donc, avec le R7, donc, on profite à la fois du capteur APS-C, mais également de toutes les avancées du système EOS R. Et pour un photographe animalier, principalement, c'est la qualité de l'autofocus. L'autofocus sur le R7, donc, qui fait appel à l'intelligence artificielle, mais il est en capacité à détecter et suivre le sujet sur toute la surface de l'image. Donc, le photographe animalier, donc, il a juste à se concentrer sur l'animal, à faire son cadrage, et on va dire, l'EOS R7, il se charge du reste. Il va faire la mise au point sur le corps, la tête et les yeux de l'animal. Et donc, c'est très, très pratique pour le photographe animalier.
Également des avancées comme la stabilisation d'image, qui permet de gagner jusqu'à 8 vitesses, puisqu'elle est combinée entre l'optique et l'ibis du boîtier. Donc on peut par exemple s'affranchir d'un monopode ou d'un trépied pour les randonnées, pour les photographes animaliers par exemple. La sensibilité AF également, qui est bien plus sensible que celle d'un réflexe. Maintenant, on peut travailler jusqu'à f22. Donc, ça permet de travailler avec des optiques moins lumineuses et très tôt le matin ou très tard le soir, là où les animaux sont les plus actifs. C'est également un fonctionnement silencieux. Et puis, sur la R7, par exemple, on a également ajouté des nouvelles fonctions, des outils à la prise de vue, comme par exemple le mode Rafale RAW, avec surtout le mode prédéclenchement, qui va permettre aux photographes animaliers d'enregistrer la demi-seconde d'image réalisée avant la pression sur le déclencheur. Par exemple, s'il a raté une image parce qu'il a déclenché trop tard, eh bien avec cette fonction, on va enregistrer les images réalisées dans la demi-seconde qui précédait le déclenchement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment pour les photographes animaliers, mais pas que, les photographes sportifs aussi, c'est intéressant pour eux, un produit qui est un outil qui va leur permettre de créer des images plus facilement et dans des situations plus compliquées. Donc vraiment un outil adapté à leur usage et très très bien pour la photographie animalière et sportive. Vraiment un produit fait pour ça. Pour information, si vous êtes intéressé par ce nouveau Canon EOS R7, Benjamin, dans près de 2 semaines, on va vous proposer une émission spéciale entièrement dédiée sur ce boîtier. C'est cool, finalement, cette idée de se dire, bon, on a un R7, c'est un peu le meilleur des deux mondes, tous les avantages de l'APS-C et toutes les technos qui ont été développées depuis 2 ans dans le système R. Complètement. C'est vrai que c'est une réussite pour Canon. Ce boîtier a déjà eu beaucoup de succès. On a des difficultés d'approvisionnement. Clairement, Canon a un souci pour sortir ce boîtier. Mais le flux de commandes, donc en fait, je dirais que c'est l'APS-C le plus vendu et le moins livré. On a un flux de commandes important. Et tu trouves des anciens possesseurs du 7D Mark II parmi Bah, ces pas gens trop. qui commandent? Pas trop? Ouais, D'accord, pas trop. c'est intéressant, Bizarrement, ça. alors on est peut-être atypique, vu notre situation, peut-être qu'on n'a pas les mêmes clients que certains autres magasins. Nous, non. C'est plutôt des gens qui ont entendu parler du produit, qui sont des gens qui, effectivement, soit avaient un ancien produit APS-C Canon, donc ils sont attirés par la marque, mais d'autres personnes qui trouvent que le boîtier, je dirais, plus moderne. C'est pas le terme exact, mais plus expert, plus plein de technologies que ce qu'on peut trouver chez Nikon ou dans la première gamme de chez Sony. Oui, Jackie, dans la capsule, parlait du mode pré-Rafale RAW, notamment, avec une ça, anticipation voilà. qui est dans le R6 Mark II Oui, aussi. non, mais complètement. Et qui est une technologie qui est assez impressionnante. Si on veut guetter un oiseau qui va décoller, etc., on a la sensation de plus en plus qu'on n'a pas le droit de rater une image, quoi. Ce sera presque tout près, quoi. Je pense que les appareils photo ne ratent plus d'images. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, chez Sélection, l'erreur 13. C'est l'erreur qui se trouve à 13 cm de l'appareil photo. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est quand même évident dans tout ça, c'est que finalement, les boîtiers APS-C, ils sont quand même globalement plus abordables pour beaucoup d'entre eux que des boîtiers 24-36, et c'est une porte d'entrée finalement presque royale pour s'essayer à l'univers de l'hybride. On parle du R7, il est proposé à 1 500 €. Il y a son petit frère, le R10, qui est proposé à 1 000 €. Chez Sony, on peut citer le 6600 qu'on peut trouver aux alentours de 1 600 €. Le ZVE10, dont on a un peu parlé dans cette émission en début de saison. Pour le vlog, Benjamin, pour le vlog qui est proposé. Mais je préfère le vlog vidéo, quoi. À 750 €. Le Z30 à 800. Voilà, c'est quand même des prix qui sont plus abordables, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Yves ? Ouais, je suis complètement d'accord. Et même, tu l'as pas cité, mais c'est vrai que chez Fuji, il y a aussi les XE qui en fait reprennent les XE4. Bien sûr, XE4 est sympa. Qui reprend le capteur en fait du XE4 et ça permet d'avoir des performances sensor et optiques qui sont top dans un format beaucoup plus petit avec un prix qui est aussi lui aussi contenu. Et c'est chouette. Et ce que je trouve aussi assez génial, et on reparle encore, je reviens souvent sur les allers-retours entre smartphone et monde de l'appareil photo dédié. En fait, c'est les technos qu'on voit arriver sur le R7, sur le R6 Mark II,
avec le pré-focus, donc le fait de prendre du buffer et d'aller chercher les images dans le buffer avant que l'utilisateur appuie sur le Le déclencheur. buffer, c'est la mémoire tampon de l'appareil. C'est la mémoire c'est ce qui est tampon de l'appareil. stocké. Alors, c'est un autre challenge de faire ça avec des fichiers RAW d'un boîtier photo, effectivement. Mais le fait d'avoir cette feature-là dispo, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître depuis des années sur des smartphones. L'autofocus avec la reconnaissance de sujet. Alors, vis-à-vis de cette histoire de pré-déclenchement, je vais te contredire un petit peu, parce que ça, c'est une techno que moi, j'ai vue pour la première fois il y a plus de 10 ans dans des appareils compacts qui étaient signés Casio et qui proposaient des technos absolument délirantes. Donc, le pré-enregistrement et même le post-enregistrement. C'est-à-dire que l'appareil, il continue à prendre des photos après avoir lâché le déclencheur. Oui, je crois que les Nikon One même proposaient ce genre de fonction, mais ça montre, encore une fois, ça illustre très bien le virage loupé par l'industrie dans sa grande majorité de la photo sur ces fonctions-là, ludiques, grand public, et qui ont fait... Qui se réapproprient maintenant voilà. sur des usages un peu plus experts. Et tu l'as aujourd'hui encore sur Olympus, tu l'as également sur Panasonic. Donc c'est vraiment chez Olympus, c'est le Pro Capture. Donc tu as la possibilité de faire ça. Oui, et tu te dis, mais pourquoi tous les appareils photo ne l'ont pas? Ça va venir. On parle un petit peu optique. Donc là, on a évoqué un peu les différentes montures qui existent chez toutes les marques. Il y a quand même des gammes qui sont en train de se développer ou qui ont déjà été développées d'objectifs spécialement conçus pour ces capteurs APS-C. C'est balbutiant quand même, hein. C'est balbutiant. C'est normal parce que... C'est souvent des optiques grand public en plus. Sauf chez Sony, puisque Sony commence à avoir une gamme un peu plus étoffée en montureuse, ce qui est absolument normal. On a parlé tout à l'heure des feux Nex. Yes. Donc c'est tout à fait logique. Mais chez Canon, pour l'instant, on a très peu d'offres en monture RFS. Chez Nikon, c'est pareil en monture DX, si bien qu'on serait même tenté parfois de conseiller, par exemple, je sais pas, chez Nikon, de prendre un 28 mm qui couvre le plein format et le monter sur un petit ZFC. Ça ferait un 40, ça peut être sympa. Chez Canon, il y a le 35 mm f1.8 macro en monture RF que je trouve très abordable, qui est une très belle optique qu'on pourra monter sans problème sur un R7. Donc, bon, ça sera un 50 mm macro qui sera très bien. Au rapport à 1, et vraiment, c'est une très belle optique. Donc, chez Fuji, peut-être, Pierre-Yves, toi qui est maintenant chez Fuji, tu peux nous parler de 2-3 optiques que tu aimes bien. Ouais, et il y a des optiques qui sont... j'utilise pas mal le 23 mm f2, donc c'est un équivalent 35 mm, qui pour le coup est vraiment pas très gros, ça a des performances optiques top. Et en parlant des optiques, il y a un sujet qui va devenir assez vite important avec la montée en pixels aussi des capteurs. C'est est-ce que les optiques sont toujours assez bonnes pour mais ça même c'est finalement la question de 40 mégapixels derrière. Ouais, c'est-à-dire qu'avant d'investir dans une optique, faut quand même regarder un petit peu ce qu'on a sous le capot et voir si l'optique va suivre. Exactement. C'est crucial. On va étudier ça. Et puis, il y a aussi les constructeurs d'objectifs tierces, on peut les appeler comme ça, Sigma et Tamron, qui proposent des gammes d'optiques en APS-C. Alors, en monture Sony évidemment. Sigma, ils ont des trucs un peu sexy. Un 16 mm 1.4, un 30 1.4, un 56 mm 1.4 et un 18-50 mm f2.8 qui sont déclinés en monture Sony, EOS M et maintenant Fujifilm X. Chez Tamron, on a un 11-20 mm f2.8, un 17-70 mm f2.8 et un 18-300 f3.5-6.3. Donc même dans l'univers de la PSC, il y a énormément de choix optiques, des optiques conçues initialement pour la PSC et toutes les optiques 24-36 qu'on peut utiliser si on est en Canon, en Nikon ou en Sony. Et on pourra toujours utiliser ces optiques réflexes moyennant des bagues, évidemment. Rappelons-le, mais par exemple, une optique Canon EFS montée sur un R7 via la bague dédiée, ça marche. Exactement. Alors maintenant, on va essayer d'aborder un sujet un petit peu plus sensible que tu as un petit peu anticipé, Pierre-Yves. C'est celui des définitions proposées sur ces capteurs et de leur performance. Finalement, face à ce qu'on peut faire avec des boîtiers 24-36 ou même des boîtiers micro 4 tiers. Si la majorité des appareils APS-C à l'heure actuelle ont des capteurs de plus ou moins
20 millions de pixels. Canon vient d'introduire avec le R7 un capteur de 32 millions de pixels et Fujifilm un capteur de 40 millions qui est utilisé sur leur X-H2 et sur le tout récent X-T5. On vous propose d'écouter Cyril Duchesne de Fujifilm France nous parler exclusivement de ce nouveau capteur. C'est une demande qui nous vient de la base, vraiment de vous les photographes, d'avoir plus de résolution sur un capteur APS-C. Aujourd'hui, on n'avait que des capteurs 26 millions de pixels et ça fait très longtemps qu'on a cette demande pour avoir quelque chose de plus. L'écran qui est le X-H2 a été le début de ce nouveau capteur X-Trans CMOS 5 HR qu'on a déployé le 2 novembre dans le X-T5, vraiment la toute dernière nouveauté chez Fujifilm. Donc c'est un écran plus petit, plus Fuji, plus photographique. Et l'idée derrière ce capteur, ça a été de ne pas faire de concessions. C'est-à-dire que les ingénieurs n'ont pas décidé de faire un capteur 40 millions de pixels avec lequel on ne pouvait pas monter en sensibilité. Donc ils ont vraiment travaillé le capteur, l'association capteur et processeur, pour permettre d'avoir le même rapport, la même montée en ISO, qu'avec le capteur 26 millions de pixels. Donc malgré les 40 millions de pixels, on va avoir la même plage dynamique que le capteur d'ancienne génération, donc le capteur 26 millions de pixels. Et en plus, on apporte un ISO natif plus bas, avec un ISO natif à 125. Donc on va pouvoir même descendre jusqu'à 64 ISO maintenant en étendue. Mais aussi un travail autour de la vitesse d'obturation électronique. Pour la première fois sur un boîtier hybride, on a une obturation électronique qui monte au 1/180 millième de seconde. Donc là, on peut utiliser des focales à f1 en plein soleil sans avoir de problème d'exposition, de surexposition. La stabilisation a été entièrement revue pour ce nouveau capteur. Alors, elle a été entièrement revue aussi pour le X-H2S. Et en fait, on a désormais dans les boîtiers Fuji une partie de la puissance du processeur qui est dédiée entièrement à la stabilisation capteur. Pour gérer de manière encore plus précise tout ce qui va être gestion gyroscopique, les accéléromètres, les micro-vibrations qu'on peut avoir au niveau des mains, au niveau de la respiration. Et aujourd'hui, avec la stabilisation, on descend sans aucun problème sur des vitesses lentes. Donc vraiment, cette stabilisation jusqu'à 7 stops, elle permet de profiter dans un maximum de conditions des 40 millions de pixels. Ça ouvre forcément de nouvelles portes. On prend par exemple le X-H2, qui est le premier boîtier hybride à proposer en APS-C la 8K. Donc on va avoir de la 8K 30p en vidéo et on voit que vraiment Fuji s'inscrit dans cette démarche qu'ils ont commencé il y a quelques temps, de toujours pousser à la fois et la photo et la vidéo. Alors aujourd'hui avec un X-H2 qui va être plus orienté vidéo et un X-T5 qui va être beaucoup plus orienté photo. Donc vraiment ce capteur 40 millions au final, est-ce qu'il a vraiment des désavantages? On va dire que le petit inconvénient de 40 millions de pixels, mais c'est valable pour tout le monde et toutes les gammes, c'est que ça fait des fichiers un peu plus gros. Donc, il faut un ordinateur un peu plus récent, un peu plus de place de stockage. Bon, il donne envie, Cyril. Il en parle bien de son nouveau capteur. Bon, moi, je suis pas un ingénieur, un grand spécialiste comme toi, Pierre-Yves, mais il y a quand même 2-3 notions de physique que je peux appréhender. Capteur plus petit, plus de pixels, donc pixels plus petits. Les lois de la physique font qu'en termes de dynamique et de bruit, ça sent le rougis un peu, non ? Non, j'arrive pas jusqu'à dire que ça sent le roussi, mais effectivement, on baisse encore par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que maintenant, avec 40 millions de pixels sur la PSC, on arrive à des pixels qui font 3 micromètres de côté. Donc 3 micromètres pour être précis. Pardon. 3 micromètres par 3 micromètres. C'est un niveau qu'on atteint aussi, je crois, en micro 4 tiers maintenant. Et par exemple, qu'on n'a toujours pas atteint en plein format. C'est-à-dire que si on prend par exemple la 7R4 en plein format. Voilà, là on est toujours sur des pixels de 3.76 microns, donc les mêmes que sur le XT4 par exemple à 26 mégapixels en APS-C. Et si on veut descendre à ce niveau-là en plein format, on va arriver à 90-100 millions de pixels. Et alors, il y a un peu de challenge, mais les capteurs deviennent meilleurs. Donc, effectivement, en montée en ISO, avec les processeurs, on peut très bien s'en sortir. C'est important. Il parle du processeur, Cyril, c'est super important. Mais tout le monde, maintenant, on ne parle plus que du couple capteur plus processeur. Mais oui, mais comme quoi, c'est super important parce qu'on ne peut pas se limiter à la taille des photosites sur le capteur. Il faut parler du couple processeur-capteur. C'est super important. Et optique, en fait, on ne peut pas se passer d'une seule partie du pipeline, un peu de faire l'image et de l'approcher sur le capteur. Parce que là où il va falloir mettre le paquet, entre guillemets, en passant sur un XT5 ou un XH2 avec 40 millions de pixels, ça va être sur les optiques, parce qu'en fait, avec des pixels de 3 microns par 3 microns, il faut pouvoir avoir une optique qui va effectivement, quand on a un point dans l'image qu'on va faire
faire un point sur le capteur de plus petit que Ouais, 3 c'est ça. microns. Sinon, en fait, on n'a aucun avantage par rapport aux 26 mégapixels. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Fujifilm a publié une petite liste sur son site internet d'optiques conseillées compatibles avec ce nouveau 40 millions de pixels. La liste est quand même assez impressionnante. Hein. La liste est Quasiment quand même tous les assez objectifs. grande. Ouais, parce que Et les optiques Fujinon X, c'est quand même super qualitatif, hein, de manière générale. c'est super qualitatif et c'est super transparent comme démarche, juste de dire, bah, effectivement, si vous voulez tirer le plein parti du nouveau capteur que vous achetez, vous investissez dans un système, de donner le conseil derrière et la connaissance des optiques qui vont tenir la route et suivre, et ça va peut-être se dire dans le but de développer un peu son système, ah bah tiens, je vais peut-être plutôt prendre le 33 f1.4 qui est récent, si mon but c'est d'aller après upgrader sur un capteur de 40 mégapixels. Oui, et Canon l'avait fait à l'époque quand ils ont sorti les 5DS, 5DSR. Dans le mode d'emploi de ces boîtiers figurait une liste d'optiques de série L recommandées, et il y avait des surprises. Il y avait certains modèles qui y figuraient pas. Exactement, on n'aurait pas pensé. Exactement. Et on s'aperçoit aussi que les marques sont en train de changer de leur optique. Je vais parler de Sony rapidement, même si c'est c'est du plein format. Mais quand tu vois l'arrivée d'un nouveau 24-70, d'un nouveau 70-200, ça augure certainement la possibilité d'un nouveau capteur. Ah bah, tout le monde attendait du 100 millions de pixels sur la facette R5. C'est pas pour tout de suite, a priori. Non, mais enfin, 61, c'est déjà énorme. Et franchement, dans les faits, qui a besoin de 61 millions de pixels aujourd'hui? Sébastien, c'est toujours un argument choc, ça. Plus il y a de pixels, meilleur est l'appareil. Ou finalement, quand on voit une stratégie comme Fujifilm avec deux approches, une approche sur la définition et une approche sur la vitesse, ça parle. Non, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était pour le 20 millions de pixels sur le R6, qui était une problématique parce que les gens voyaient partout, parce que c'est seul capteur, seul boîtier avec un capteur de 20 millions de pixels sur tout le marché. En 24-36. En 24-36, ils se disaient, en plus il y a un rapport qualité-prix si tu veux, pour le coup. Un coût au pixel, quoi. Un coût au pixel qui posait un problème. C'est-à-dire que des gens, tu leur disais, ça c'est un 20 millions de pixels, c'est pas un 24. Donc ça a ralenti, je pense, la vente du R6. Enfin, en tout cas chez nous, ça ralentit pour aller sur d'autres produits. Il y a les A7S aussi quand même. Oui, alors, qui ont des capteurs moins résolus, mais qui ont des features super intéressantes pour tirer parti de ça. Ouais. Voilà, tu as raison. C'est-à-dire que, hormis un capteur de 11 millions de pixels chez Sony, mais dédié principalement à la vidéo, puisque 11 millions de pixels est amplement suffisant, mais pour un boîtier qui se disait photo et vidéo, 20 millions de pixels posait un problème. Maintenant, de là à aller jusqu'à 60 millions de pixels, là, je te rejoins. Je sais pas si, à part certaines personnes qui ont envie de recadrer énormément, c'est aussi des fichiers énormes. C'est aussi, ça demande aussi une gestion après de post-prod et de gestion de disques durs pour remplir tout ça en RAW, qui pose un problème quand même. Mais en plus, quand tu dis que Sony prépare le terrain un peu avec les updates des 24-70 et des 70-200, c'est vrai qu'on a pu les tester vraiment chez DxOMark et en piqué par rapport à la génération d'avant. Ils ont vraiment très très bien bossé parce qu'ils sont plus petits, plus légers et ça pique vraiment très très fort. C'était déjà bon les premières versions. C'était déjà très bon. Là, le retour qu'on a, c'est qu'ils sont exceptionnels. Ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est des optiques exceptionnelles. C'est-à-dire que si tu le mets sur un Alpha 7 IV, c'est une optique incroyable. Du coup, ça devient presque même plus compliqué de développer des optiques pour des capteurs APS-C que pour des pleins formats, du coup. Ouais, j'ai presque envie de te dire oui, parce qu'en fait, ça revient à la taille la plus petite du pixel. Et pour l'instant, en APS-C, c'est plus petit que ce qu'on a en plein format. On est à 3 microns en APS-C en micro 4 tiers, alors qu'on est encore à 3,76 en plein format. Et il y a un autre challenge aussi optique-boîtier, parce qu'on parle beaucoup du couple quand même optique-boîtier. Indispensable. C'est sur d'autres boîtiers, par exemple le XH2S de Fuji, qui est lui pour le coup très rapide. Il a une rafale extrêmement rapide. Capteur stacked du coup, empilé. Ça, tu peux nous en dire un mot peut-être? Empilé, ça aide beaucoup au niveau de la vitesse de lecture du capteur pour éviter tout ce qui est rolling shutter. Donc rolling shutter, c'est quand on va avoir des lignes inclinées, quand on a du mouvement dans l'image, parce qu'en fait le capteur est lu ligne par ligne, plus ou moins rapidement. Et avec ces capteurs stacked, en fait, on peut avoir des vitesses de lecture qui sont bien meilleures. Et ça permet, c'est vraiment génial pour la vidéo, c'est génial pour avoir des rafales aussi très rapides,
Mais par contre, attention, au niveau optique, si on veut tirer parti de ces rafales super rapides, il faut un objectif avec l'autofocus qui suit. C'est ça. Et oui. Et là aussi, on se retrouve avec de nouveau des listes d'objectifs qui vont bien marcher, Mm. qui sont compatibles. Et c'est quand même chouette, tu vois. On commençait presque à se faire la réflexion de dire bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer de nouveau dans tous ces types de boîtiers pour nous exciter, pour machin. Mais en fait, on a la réponse, quoi. C'est des capteurs toujours plus rapides, avec une évolution de la définition qui est contrôlée et surtout une compatibilité avec toute la chaîne, tout l'entonnoir, avec l'optique en entrée, quoi. Et tu peux ajouter à ça toute l'intelligence artificielle qui va rentrer de plus en plus dans les boîtiers. Oui, alors ça va falloir un jour que quelqu'un se pose pour vraiment m'expliquer comment ça fonctionne tout ça, parce qu'il y a quand même 2-3 notions qui restent encore un peu vaseuses, en tout cas pour moi. Du coup, on a beaucoup parlé de photos, mais il y a un autre domaine dans lequel les boîtiers équipés d'APS-C ont aussi toute leur place, c'est évidemment celui de la vidéo. Outre les performances vidéo assez incroyables des boîtiers traditionnels, par exemple le R7, il propose un mode vidéo 4K 60p ou Full HD 120p. Certains boîtiers sont conçus spécifiquement pour cet usage avec des performances et fonctionnalités professionnelles. Sébastien, le format APS-C, finalement, il fait écho aussi à un format célèbre en vidéo, enfin en cinéma presque, j'ai envie de dire. En cinéma, avec le Super 35. Le Super 35, c'est un format qui est sorti dans les années 50, en 54 pour être précis, qui a été inventé, qui s'est perdu, avec d'autres formats qui sont arrivés après, des formats plus grands, 70 mm, etc. C'est donc un format qui s'est complètement perdu, qui a été remis au jour, en fait, au devant du cinéma par Greystock en premier et surtout par Top Gun. Là, je vous fais un petit peu d'historique cinéma. C'est Top Gun. Le premier Top Gun, oui, bien entendu, le premier Top Gun qui n'utilisait pas forcément d'écran vert pour faire des images en cockpit et qu'il fallait trouver des caméras qui soient très réduites en taille pour pouvoir filmer l'intérieur du cockpit. Et Tony Scott, qui a réalisé, cherchait une caméra, cherchait un bon format qui permettait de pouvoir faire de belles images, et il s'est tourné vers le Super 35. Donc le Super 35, à partir de ce moment-là, a été pris à Hollywood pour des grandes promotions, enfin pour des grandes productions, et on le retrouve maintenant pratiquement dans tous les films. On retrouve, alors pas forcément l'intégralité du film, mais on retrouve ce format dans beaucoup de films. Alors, il y a des caméras du coup qui utilisent ce format Super 35 mm, très proche, pas exactement, mais très proche du format APS-C. Chez Canon, on peut citer l'EOS C70, la C300 Mark III, la C500 Mark II. Chez Sony, on peut citer évidemment la toute récente FX30, en gros la petite sœur de la FX3, ce boîtier en monture E avec une ergonomie extrêmement dépouillée. C'est un A7S3 mixé avec les caméras Venice. Pour y mettre plein d'accessoires et en faire le point central d'un setup vidéo. Il y en a même Blackmagic Design. Alors on parlait un peu du futur. Chez Blackmagic Design, ils ont une Ursa Mini Pro 12K en Super 35 mm avec un capteur donc de 80 millions de pixels. Donc en fait, on n'est pas arrivé au bout du chemin avec 40 millions de pixels. Ah non, de toute façon, on va toujours continuer à descendre. Et quand on voit maintenant, même côté, par exemple, capteur de smartphone, on a des capteurs tout petits qui revendiquent 108 mégapixels, 200 mégapixels. Alors, bien sûr, derrière, pour faire l'image finale, celle qu'on va avoir dans la galerie de notre téléphone, ils font ce qu'on appelle du pixel binning, donc la fusion de pixels. Ils en prennent 2 par 2 ou 3 par 3, parfois même plus. Mais au final, on se retrouve avec des pixels qui vont faire 0,7 microns de côté. Donc, on est encore beaucoup plus bas que le 3 microns qu'on a en APS-C. Donc, ouais, il y a encore de la marge pour descendre assez largement. Et après, c'est toujours le même problème. Il va falloir les optiques pour résoudre ces capteurs-là. Effectivement. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur ce qui existe en termes de boîtier APS-C et les différents avantages que ce format de capteur peut offrir aux photographes et aux vidéastes. Benjamin, peut-être un petit mot pour la fin. Je crois que l'APS-C n'est pas mort. C'est parfait comme conclusion. Moi, ça me va très bien. Je vous propose donc qu'on passe au débrief.
Nous sommes toujours avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et l'ingénieur Pierre-Yves Met de DxOMark pour parler des capteurs au format APS-C. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Sébastien, est-ce que l'on est en train de vivre le grand retour de l'APS-C ? Alors oui, mais je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de baisse. La seule baisse, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de produit pendant presque 2 ans, mine de rien. Toutes les marques ont arrêté de fournir de l'APS-C, enfin des boîtiers APS-C pratiquement pendant 2 ans. Sony, Fuji, c'est très compliqué, ça l'est encore. Donc il n'y a pas vraiment un retour, c'est une continuité. Il y a une vraie clientèle, il y a des produits qui sont très bien faits et qui peuvent toucher l'intégralité du public photographique et vidéaste. Donc là, on parlait tout à l'heure de la FX30. Nous, on croit énormément à ce format, à cette caméra. Parce que effectivement, tu vas pouvoir faire des clips vidéo en Super 35 à moindre coût. Ça te coûte quand même moins cher qu'une caméra. Tu parlais des C300 et de ce type de caméra qui sont bien plus élevées. Donc non, je pense pas que c'est un retour. Je pense que c'est une grande continuité. Et tout ce qui sort actuellement nous le prouve. On a aujourd'hui ça. C'est un retour chez Canon et Nikon en fait. Nikon depuis un tout petit peu plus longtemps parce que finalement Sony y a toujours cru en hybride, Fujifilm y a toujours cru aussi, les opticiens tierces aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais finalement le fait que Canon et Nikon investissent ce format de capteur en hybride légitime ce format. Clairement. Miroir. En fait, c'est exactement ça. C'est un peu la légitimité de l'hybride quand Nikon et Canon sont arrivés dans l'hybride. C'est-à-dire que ça a légitimité, donner une légitimité. Enfin, en 24 c'est avant, oui, parce que il y a eu les Nikon One, les OSM qui ont été peut-être des tentatives un petit peu moins fructueuses. C'est certain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as avec la PSC, tu couvres tout le monde. C'est-à-dire que tu peux couvrir quelqu'un qui veut un boîtier à moins de 700 €. Comme quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin sur un boîtier, je vais revenir à ce que disait Pierre-Yves, un boîtier comme le XT4, qui est un boîtier, on va dire, plus sexy au niveau des images que l'on fait. On a juste oublié une chose, beaucoup de gens qui utilisent le Fujifilm, et par exemple le XT4 ou le X100V, ce sont des boîtiers qui te donnent des JPEG parfaits. T'as raison, c'est un truc qu'on n'a pas souligné, ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de gens qui sont rentrés, qui étaient des aficionados de boîtiers, on va dire, argentiques, Nikon ou Canon, qui sont dirigés vers Fuji pour ça. C'est-à-dire que tu fais un noir et blanc, tu choisis Acros sur ton boîtier, tu fais un noir et blanc. Je veux dire, tu n'as pas besoin de le mettre dans Lightroom pour essayer de faire un beau noir et blanc. Le noir et blanc JPEG qui sort des boîtiers Fuji est parfait. Tu peux même concocter tes propres simulations de films. Tu as des recettes qui existent. Toi, tu utilises les JPEG ou le RAW sur ton... Alors, moi, je shoot toujours avec les deux. JPEG plus RAW, parce que je sais que le jour où je vais vraiment avoir une photo que je vais vraiment vouloir travailler, je vais la mettre effectivement dans Lightroom, y passer du temps. Je pars en week-end, voyage, vacances. Je regarde quasiment que les JPEG. En fait, j'ai effectivement fait mes 5-6 recettes selon là où je vais être, en intérieur, la nuit, en extérieur, dans la nature. Je choisis celle que je veux faire dans la journée et au final, je regarde quasiment que ça. Pierre-Yves, est-ce que tu pourrais essayer de nous lister les avantages et les inconvénients de boîtiers qui utilisent ce format de capteur APS-C ? Effectivement, les avantages, on en a déjà beaucoup parlé au niveau juste du format, le fait que ce soit plus accessible, que ce soit plus petit. Il y a des choses en vidéo au niveau de la profondeur de champ qui vont nous apporter pas mal, puisque ça va être un petit peu plus facile de faire la mise au point avec une profondeur de champ un peu plus large à la même ouverture. Maintenant, dans les avantages, il y a aussi le convertisseur de la focale. Donc, c'est-à-dire qu'avec la même focale, on va avoir une focale équivalente en 35 mm qui est plus longue. Donc, pour de l'animalier, pour du sport, c'est sympa. Ça permet de garder des bons setups plus petits et d'atteindre ce genre de focale. Et aussi, l'avantage, c'est juste l'étendue de la gamme boîtier et optique qui permet effectivement de s'adresser à tout le monde, jusqu'aux professionnels qui vont aller acheter des XH2S ou des XH2 pour faire de la photo ou de la vidéo à très haut niveau. Justement, du coup, niveau optique, on peut tout utiliser sur ces appareils, Sébastien ? Alors, moi, j'ai fait une liste rapide, on en parlait tout à l'heure, des optiques qui sont, des offres optiques qui sont par marque. L'offre optique la plus grande, c'est Fuji. C'est eux qui ont la gamme d'optiques APS-C sur le marché. C'est suivi après par Sony. Et puis après, les deux derniers, c'est Canon et Nikon.
Et effectivement, alors là, je parle bien sûr d'optiques dédiées à l'APS-C. Et pour Fuji et Sony, les marques tierces dont tu parlais tout à l'heure, Arthur, c'est-à-dire que ça fait par exemple 40 optiques chez Fuji, 22 chez Sony, et seulement 8 et 3 pour Canon et Nikon. Donc effectivement, il y a encore du boulot pour ces deux marques de sortir une gamme. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter un APS-C Nikon et qui me dit, moi je veux faire des photos à l'intérieur, immobilières à l'intérieur d'appartements, je veux un 10 mm, il n'y a pas. Donc ça voudrait dire que je vais rajouter une bague et mettre le 10 mm AFS dessus. Mais du coup, pourquoi acheter un hybride? Oui, il y a une phase de transition, le temps que les gammes arrivent à maturité, mais en attendant, on pourra quand même. Alors, dans le cas du grand angle, c'est vrai que là, tu touches dans le mille, mais il y a du côté des téléobjectifs. Ah ben après, les télés, c'est tout l'avantage des télés. Un RF 100-400 qui n'est pas sériel chez Canon monté sur un R7, à mon avis, c'est un très très beau combo. En sériel, le 100-500, alors là, c'est même banco, là, c'est merveilleux. Donc, on peut quand même regarder du côté aussi de cette gamme. Mais c'est plus cher. Et là, on en revient aux inconvénients du format APS-C. Parce que le prix, ça compte quand même. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on soit chez Sony, Canon ou Nikon, respectivement sur les montures E, RF et Z, avec des appareils APS-C, on peut quand même tout à fait utiliser toutes les optiques hybrides plein format, sans aucun souci, sur ces boîtiers-là. Moyennant hors cadrage, oui, effectivement, qui apparaît dans l'appareil. Et donc, on en vient aux inconvénients du format APS-C. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme inconvénient? Et là, bon, comme je continue sur ma lancée très rapidement, mais l'inconvénient, finalement, je trouve, c'est la lisibilité pour le consommateur. On en a parlé pendant l'émission. C'est rien que le fait qu'une optique n'indique pas la focale équivalente au 24-36, puisque finalement tous les formats de capteurs qui sont inférieurs ou supérieurs au 24-36 sont pénalisés à ce niveau-là, puisqu'ils n'indiquent pas la focale réelle, mais la focale qui est liée à la taille du capteur. Et ça, c'est un premier inconvénient. Léger, mais qui a un petit problème de lisibilité. Ouais. C'est une petite gymnastique, mais c'est pas un gros problème. Je pense que il faut s'y faire. Voilà. Ouais, d'un point de vue, selon l'usage qu'on va vouloir faire de son boîtier photo et de son système photo complet, par rapport à du plein format ou même du moyen format, pour des utilisations photo de produits ou portrait, là, le fait d'avoir un plus grand capteur, d'avoir toujours pour de la photo plus de lumière, c'est toujours un avantage. Plus on arrive à récupérer de lumière, plus on va avoir de liberté dans sa photo. Et après, niveau séparation du sujet, profondeur de champ, on va pouvoir faire des choses encore plus intéressantes avec du plein format et du moyen format. En sachant que beaucoup de boîtiers maintenant te proposent la possibilité de faire de l'APS-C avec ton plein format et de passer en format APS-C. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on va voir, je pense, pas mal sur la 7R5. Parce qu'effectivement, lui, il a un très grand capteur avec beaucoup de pixels. Pour faire de la vidéo, on peut faire des choses, mais je pense vraiment qu'un des formats qui sera privilégié pour les gens qui vont faire de la vidéo avec la 7R5, ça va être le Super 35. Exactement. Parce que c'est le format qui va permettre la bonne résolution, le bon framerate, et aussi de limiter le ring shutter et d'avoir une vidéo qui est super intéressante. Et d'ailleurs, tu le vois parce que les optiques que sort Sony, un 10 mm, un 15 mm, sont des optiques que l'on va mettre sur des pleins formats pour effectivement faire des images en Super 35. Parfait, nous allons conclure là-dessus. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Ça va. Parfait. Première question qu'il t'est destinée, Sébastien, qui nous vient de RMNTTR. Romain, je crois, de mémoire, qui est un auditeur fidèle du podcast. Il se demande, est-ce le retour en grâce de l'APS-C ? Et du coup, mécaniquement, est-ce que le plein format va encore plus monter en gamme et en prix ? Alors, évidemment, oui. C'est-à-dire que, même pas attendu le début du chrono. Ah non, mais là, tu me prends à chaud, là. Évidemment, oui. C'est évident que le plein format va augmenter.
L'APS-C va certainement aussi augmenter. On en a parlé tout à l'heure on est passé aux 40 millions de pixels. Ça ne va pas s'arrêter. Ces deux formats vont cohabiter et puis cohabiteront parce qu'il y a aussi une grande plage de clients différents et variés. Mais du coup, c'est peut-être le risque qu'un boîtier comme le RP de Canon n'ait pas de succession ou clairement. Ouais, Oui, le évidemment. plein format low cost ou le Z5 chez Nikon. Après, si tu veux, le souci qu'il peut y avoir, c'est quand l'APS-C devient aussi cher qu'un plein format. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu as un boîtier qui est aussi cher qu'un plein format, si les avantages de l'APS-C t'intéressent pas, tu vas basculer fatalement sur le plein format. C'est ça en fait le risque. C'est quand dans le haut de gamme, dans la partie, je vais dire début de gamme et moyenne gamme, il n'y a pas de souci. L'APS-C, les avantages de l'APS-C sont mis en valeur et il n'y a aucun problème. Quand ça devient des produits un peu trop chers, la question, enfin le consommateur se pose vraiment la question. Alors, encore une fois, si tu n'as pas besoin d'un boîtier petit, tu t'en fiches de transporter ton matériel. Si le crop ne t'intéresse pas parce que tu vas t'acheter un 200-600 et que de toute façon, tu n'en as pas besoin de plus, là, le problème se pose. Merci. Deuxième question, c'est pour toi, Pierre-Yves. Elle nous vient de RawPhoto64. Les tests pointus de DxOMark sur les APN et objectifs se font rares. Pourquoi ? Alors, parce qu'on a énormément de choses à tester, notamment côté smartphone. On essaie d'être exhaustif le plus possible pour vraiment donner des classements de qualité de smartphone de plus en plus. Et c'est vrai qu'on reste une petite entreprise française, donc on n'a pas toujours le temps de tester tout ce qui passe. Mais on essaie le plus possible de tester les grosses nouveautés et on verra les derniers pleins formats et quelques APS-C qui arriveront sur le classement DxOMark Capteur. C'est quoi les meilleurs smartphones actuellement, le top 3 ? Le top 3, il y a le Google Pixel 7 Pro qui vient de sortir, qui est une super caméra, notamment pour tout ce qui est skin tone, rendu de peau, couleur de peau, teint de chair, c'est assez top. Il y a le Honor Magic 4 Ultimate qui n'est pas vendu en France. Honor Magic 4 Ultimate. Qui est un téléphone ils sont sérieux, les mecs. chinois qui est assez impressionnant aussi sur la polyvalence avec des cartes Pokémon. de l'ultra grand angle au zoom. Ça marche super bien. Il y a une grande plage de focale dispo. Et le troisième, c'est le dernier iPhone, l'iPhone 14 Pro, qui lui, son gros point fort, c'est la vidéo. Lui, en vidéo, c'est vraiment le meilleur. Donc on a ce trio-là. Et tu as la gamme de prix, en fait, sur ces produits-là ? Combien coûte un Google ? Combien coûte On est au-delà du millier d'euros, non ? En fait, sur l'iPhone, finalement, évidemment, un APS-C, on est en plein dans les gammes APS-C. Et le Pixel 7 Pro est placé quand même un petit peu. Pixel 7 et Pixel 7 Pro à 800-900 euros. On peut les trouver et c'est des smartphones qui sont super intéressants. C'est pas un comparable. X4 à ce prix. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas téléphoner avec les D'accord, mais X4 est-ce que tu n'achètes pas un téléphone qui est moins bon en photo et tu t'achètes un bel appareil ? Là, je presse pour ma paroisse. C'est évident que c'est un prêche. Acheter un appareil. Il faut les deux, mon capitaine. Il faut les deux, mais c'est vrai qu'avec, par exemple, si on prend là un Pixel 7 Pro, on va avoir pour 800-900 euros non seulement un appareil photo qui est correct, mais il va aller de 12 mm équivalent. Ouais. Sa focale à 24 mm marche vraiment très bien. Et après, le 50 mm est toujours intéressant. À x4, donc à 70-80, ça marche super bien. Et ça marche encore jusque 100-200 mm avec des zooms numériques qui deviennent vraiment performants sur les smartphones. Et donc, qui commencent on à a arriver plus qu'un sur boîtier, des on a quand même. appareils aussi, C'est pour ça qu'il n'y a plus de compact expert. Voilà. Clairement, oui. Mais là, on est dans le registre du bloc-notes. bloc-notes. C'est plus un complément. On est en train de redémarrer un grand débat, messieurs. On se refocalise. Merci, Pierre-Yves. Troisième question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Alain Duquesnay. Cette personne se demande quel boîtier APS-C, entre parenthèses, abouti, propose la meilleure gestion en basse lumière avec une définition de plus ou moins 24 millions de pixels. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour moi. Je pense que tu peux demander un tuyau à ta droite. Oui, c'est ça. Je me demandais plutôt à Pierre-Yves parce que ça, c'est jamais arrivé, c'est un transfert de questions. Non, mais regarde, il peut y avoir des anti-sèches ou alors tu glisses un petit papier. C'est ça. En tout cas, sur les derniers APS-C qu'on a testés, on a testé le Pixie qui est avec le capteur APS-C de 26 millions de 26, pixels. Ouais. Et c'est le meilleur score qu'on a sur les capteurs, en tout cas APS-C, 90 dans le classement des sensors DxOMark. Et ça dénote une bonne montée quand même en ISO. En low light, ça fonctionne quand même toujours. Cocorico. Donc c'est un capteur en fait qui est utile parce qu'en fait c'est quoi son capteur à lui ? C'est un capteur qui vient d'où ? Tu sais d'où vient ce capteur ? Parce que pourquoi lui se débrouille mieux en basse lumière ?
Est-ce que le microprocesseur justement qui a été dédié à ce capteur est meilleur? Et pourquoi les autres n'y arrivent pas? Alors là-dessus, en fait, et on revient un peu à la première question qui m'a été posée, il faudrait qu'on soit plus exhaustif et on n'a pas pu encore tester tous les APS-C récents. Donc le Pixie, il bénéficie aussi du fait que lui, on l'ait testé avec le 26 millions de pixels qu'on retrouve, je suis à peu près quasi certain, dans d'autres boîtiers APS-C. C'est pour ça, ouais. Et qui vont avoir des performances très similaires. En général, nous, on teste vraiment le RAW dans nos tests sensors. Donc, ce qu'il y a derrière côté processing, c'est très, très limité. Ah oui, donc tu fais abstraction en fait du processeur. D'une grande partie. Et si le processeur commence à aller jouer un peu dans du débruitage, même des RAW, on va tout de suite le voir en fait dans nos tests et dans nos mesures. Ce qui m'amène naturellement à la 4e question qu'il t'est destinée, Pierre-Yves, qui nous vient d'une dénommée Clara Claire. Cette personne se dit « Ras-le-bol de la course au pixel, à quoi bon monter toujours plus haut et faire travailler l'IA pour compenser ?» Il y a une question de flexibilité, parce qu'en fait, quand on va vouloir faire par exemple des grands agrandissements, je prends l'exemple d'un capteur de 100 millions de pixels sur un smartphone, on va pouvoir l'utiliser dans un mode 12 mégapixels pour faire des photos en low light, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et le jour où on est en extérieur, conditions parfaites, on veut faire une photo à 100 mégapixels pour l'agrandir en très grand. Chacun fait ce qu'il veut de ses photos. Bah, là, on a la possibilité de faire ça et ça fonctionne. Tu t'en es bien sorti, je trouve. Ah, grave. Mais c'était une super question. Dernière question. Question qui tue, évidemment. Sébastien, Pierre-Yves, dessinez-nous le portrait robot du boîtier APS-C idéal. Tu commences ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Bon, pas cher, une gamme d'optique importante, un capteur qui descendrait en basse lumière, une très belle ergonomie, un très beau look. Viseur ou pas? Avec viseur. Je suis pas encore dans le vlog là. Si tu veux. Je suis pas encore prêt. Ouais, ça pourrait. Tu as raison. On n'a pas donné ton âge. Hein. Donc oui, avec viseur. Voilà, ça me donne. Alors aujourd'hui, il n'existe pas. Hein. Pierre-Yves, je relance le chrono. Alors, je vais rebondir un petit peu sur le côté viseur parce que tu as fini là-dessus et je vais même rajouter, effectivement, et c'est là que je trouve l'offre APS-C géniale, un viseur, si possible, optique, un vrai viseur optique hybride. Parce que l'expérience de capturer les photos est pas du tout la même. Et après, j'allais aussi dire quand même des bonnes capacités vidéo, parce que ça permet vraiment côté APS-C d'avoir un couple photo-vidéo avec des compromis limités de chaque côté. Et donc l'ergonomie qui va avec. Effectivement, un boîtier sympa à prendre en main et joli qui donne envie de sortir et de prendre des photos. C'est ça qu'on attend là-dessus. Je te rejoins. Il faut que le produit te donne envie de faire des photos. Pour les amateurs passionnés, là, on ne s'adresse pas toujours à des professionnels, on s'adresse à des amateurs qui ont envie de s'amuser, de prendre des photos pour le plaisir. Et là, la prise en main, c'est clé. Allez sur les salons, allez dans les magasins et prenez les produits en main. Non, mais c'est fondamental. Il ne faut pas acheter un boîtier à 2000 balles sur un coup de tête et en 3 clics, quoi. C'est parfait. Ça là, c'est parfait. Merci. Non, mais je le pense, hein, je me l'applique à moi-même. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Sébastien, Pierre-Yves, c'est évidemment un plaisir de vous avoir avec nous dans notre studio à nos micros pour parler de ces boîtiers équipés de capteurs APS-C. Quelles sont vos actualités en ce moment? Sébastien, pour commencer, j'imagine que tu prépares le grand rush de Noël. Exactement. Donc ça va commencer avec le Black Friday. Hein. Ça va être... Ah oui, c'est quand la date du Black Friday? Le 28 novembre. Ok. Bon, alors, si j'en crois ma grande expérience, Amazon commencera une semaine avant. Donc, il terminera une semaine après tout le monde. Donc, ça va être un Black Friday qui va, à mon avis, durer 15 jours. Donc, ça va être assez problématique. Donc, on a commencé à préparer ça avec des offres importantes. Donc, ça, c'est la première actualité. Et puis après, c'est tout chousse jusqu'au 15 janvier, puisqu'en fait, la saison des achats de Noël se termine véritablement plutôt mi-janvier, puisque tu as des gens qui reçoivent de l'argent, des sous, et voilà, qui font leur achat. Là, on fait ce que je disais tout à l'heure en aparté, c'était on va pousser les murs lundi. Lundi, on était fermé lundi pour pousser les murs,
puisqu'il fallait faire rentrer le maximum de matériel. Il y a toutes les nouveautés qui arrivent, il y a tous les produits qui n'étaient pas disponibles qui le deviennent, donc avec une offre très importante. Donc voilà, on a poussé les murs et on est prêt à pouvoir distribuer tous les nouveaux produits et les produits actuels. Parfait. Merci beaucoup Sébastien d'être venu dans Avec cette émission. Grand plaisir. Pierre-Yves, l'actualité pour toi et DxOMark. Alors nous, justement, j'ai envie de dire qu'on sort un petit peu d'un rush. En septembre, là, on a notamment publié les smartphones, les scores smartphones de la rentrée, Pixel, iPhone. Il y en aura d'autres plus tard dans l'année avec la mise à jour des flagships Samsung. Mais on a surtout retravaillé tous nos scores smartphones. On teste pas seulement la caméra, on teste aussi d'autres parties du smartphone qui sont parfois clés même pour prendre des photos, l'écran, l'audio qui est important aussi pour la vidéo et la batterie qui est important à peu près pour tout. Et on a retravaillé tous ces scores pour les recentrer, les mettre à jour par rapport à il y a 2 ans sur les nouveaux usages des smartphones, notamment en caméra. Ça va se traduire par des nouveaux scores sur la basse lumière spécifiquement, parce que c'est là que les smartphones sont parfois mis en difficulté, et sur tout ce qui est portrait, rendu d'éteinte de chair, capturer l'instant, être vraiment capable d'avoir la photo exactement au moment où on l'a capturée. Donc là-dessus, on a mis à jour tous nos scores de smartphones. On comprend aussi la macro maintenant, parce qu'il y a des smartphones qui peuvent faire de la photo macro. Et donc, on a mis à jour tout ça pour avoir un nouveau classement des smartphones qui reflète un peu mieux les tendances des usages photo smartphone en 2022 et en 2023. Et côté appareil photo, là, parmi toutes les nouveautés qu'on a citées, il y en a une qui va passer entre tes mains. Ouais. La 7R5, ouais, je vais essayer de les avoir tous. Alors, le R7, il est en train de passer entre nos mains. Donc, on reste. Alors, même si la plupart de notre activité, elle tourne autour du smartphone, on reste quand même quasiment tous chez DxOMark des passionnés de photos. Donc, on essaie dès qu'on peut de tester le plus de boîtiers et d'optiques. Donc, effectivement, il y a les dernières nouveautés Sony, quelques optiques aussi qui vont passer entre nos mains d'ici la fin de l'année. Et on espère pouvoir publier les scores sur notre site web le plus vite possible. Super. Bah écoute, merci Pierre-Yves une nouvelle fois d'être venu à nos micros. Et c'est toujours un plaisir. Merci à toi Arthur pour l'invitation. La semaine prochaine, à l'approche de l'édition 2022 du festival Montier-Anders, on va plonger dans l'univers de la photo animalière avec le photographe et réalisateur Vincent Rano. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.